Le poing de Marcus Cole l'atteignit à la tempe avant même qu'elle eût prononcé sa deuxième phrase. Le claquement résonna à travers le terrain d'entraînement comme un coup de feu. Dana Marsh s'écrasa dans le sable, le sang déjà au coin des lèvres, et 18 membres des SEAL se tenaient là, spectateurs impassibles comme si c'était du divertissement. « Qu'on la sorte de ma base », dit Cole en secouant la main, sans même avoir accéléré la respiration. « Je n'entraîne pas des gamines. » Il lui tourna le dos. Ce fut son erreur, parce que derrière lui, Dana Marsh cracha le sang dans le sable, se releva sans un bruit et prononça 5 mots qui figèrent chaque homme sur ce terrain comme des statues de sel. « Je vous avais prévenu, chef. Si vous regardez ceci en ce moment, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton d'abonnement et suivez cette histoire jusqu'au bout. Laissez un commentaire et dites-moi de quelle ville vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. Voici comment tout a commencé. » L'appel arriva un mardi matin et le chef de première classe Marcus Cole faillit ne pas décrocher. Il était assis dans son bureau au centre d'entraînement des forces spéciales navales de Pendleton. Un café noir refroidissant sur le bureau plongé dans les rapports d'après-action d'un exercice d'entraînement qui avait mal tourné la semaine précédente. 2 de ces hommes avaient été négligents lors des exercices de combat rapprochés. L'un s'était retrouvé avec un poignet fracturé, l'autre avec un égo meurtri, ce qui s'avérait bien plus difficile à soigner. Il décrocha à la 4e sonnerie. « Cole ?» La voix au bout du fil appartenait au capitaine Stuart Henley, son commandant à 2 échelons au-dessus de lui. Et son ton était de cette platitude particulière qui signifie que la décision a déjà été prise. « Chef, vous recevez un instructeur invité à partir de lundi. Spécialiste du combat à main nue, les ordres viennent du NavSpec War Command. » Ce n'est pas une requête. Cole se renversa dans son fauteuil. « Un instructeur invité ? » ?»« Pour votre peloton. » »« C'est exact. Avec tout le respect que je vous dois, mon capitaine, mes hommes n'ont pas besoin d'un instructeur extérieur. Nous gérons notre propre programme de combat depuis 6 ans, et les résultats parlent d'eux-mêmes. » Il y eut une pause, puis Henley dit « Elle s'appelle Dana Marsh. » Cole cligna des yeux. « Elle, 22 ans. Contractante civile avec un dossier classifié dans les systèmes de combat. Elle a entraîné des unités dans 4 pays. Elle possède des certifications dans 7 disciplines martiales. On m'a dit qu'elle est la vraie chose, Damon. » Cole ne dit rien pendant un long moment. Il fixa le mur en face de lui, où une photo de son premier peloton était accrochée à côté d'une citation pour l'étoile de bronze et une plaque d'identité ayant appartenu à un ami qui n'était pas rentré de Mosule. « 22 ans. » répéta Cole lentement, comme s'il goûtait quelque chose d'amer. Une femme de 22 ans va apprendre à Mesnal Tomil comment se battre. Elle va intervenir sur le perfectionnement des techniques de combat rapprochées avancées. Ce sont les termes exacts des ordres. Ce qu'elle fait réellement sur votre terrain d'entraînement, c'est entre vous et elle. Et si vous repoussez, je vous rappelle que ça vient du NavSpec War Command et que vous le ferez de toute façon. La ligne fut coupée. Cole resta assis une bonne minute, les mâchoires crispées. Ses doigts s'enroulèrent si fort autour de la tasse que les jointures blanchirent. Puis il prit la tasse et la lança contre le mur. Il en parla à ses hommes cet après-midi-là. Il réunit les 18 membres de son peloton dans la salle de briefing, se tint à l'avant, les bras croisés, et dit « On nous envoie une baby-sitter. » Les rires diffusèrent immédiatement. Tonitruant, libérateur, le genre de rire qui ne vient qu'à des hommes ayant traversé l'enfer ensemble et qui croient que plus rien sur Terre ne peut les surprendre. « Qui est-ce » demanda le premier maître Jake Donovan, un colosse au crâne rasé avec des avant-bras comme des câbles de pont. C'était le meilleur combattant du peloton à mains nues, l'homme qui avait autrefois étranglé un commandant taliban dans un couloir lors d'un raid nocturne. « Une contractante civile, » dit Cole. « Dana Marsh. »« Quelle arme ?» demanda quelqu'un au fond. « Aucune, c'est une civile. » La salle se fit plus silencieuse, pas tout à fait muette, mais d'un silence différent, celui qui naît quand la confusion commence à remplacer l'amusement. « Une civile ?» dit Donovan. « Qui vient nous enseigner le combat ?»« C'est ce que disent les ordres. »« C'est une évaluation ? Ils nous testent ?» J'ai posé la même question. La réponse est non. Paraît que c'est une spécialiste. Cette certification en arts martiaux, entraînement avec des unités étrangères. Quel âge ?
demanda le maître de 2e classe Connor Hayes, un opérateur radio élancé qui servait de responsable renseignement du peloton. Hayes était le penseur, celui qui posait les questions que les autres étaient trop fiers pour formuler. Cole marqua une pause, il savait ce qui allait suivre. 22 ans. La salle explosa. Pas de rire cette fois, plutôt un son proche de l'incrédulité, le bruit que font les hommes quand ils pensent qu'on leur fait une blague et attendent la chute. 22 ans, dit Donovan en se levant de sa chaise. Chef, j'ai des Rangers plus vieilles que ça. Assieds-toi, Jake. Non, sérieusement, j'ai des sous-vêtements qui ont vu plus de combats qu'une civile de 22 ans. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Comment s'étirer avant le yoga? De nouveaux éclats de rire déferlèrent, encore plus nourris. Cole les laissa se déverser quelques secondes, puis leva une main. Et 18 des hommes les plus dangereux du monde se turent. C'était son pouvoir. Une main, et tout s'arrêtait. Je n'aime pas ça non plus, dit Cole, mais les ordres viennent du haut. Et on obéit aux ordres. Elle arrive lundi. On la traite avec un minimum de professionnalisme. On la laisse faire sa petite démonstration. Et ensuite elle rentre chez elle, expliquer à ceux qui l'ont envoyée que les hommes de ce peloton n'ont pas besoin d'aide d'une gamine en pantalon cargo. Il parcourut la salle du regard. Chaque homme hochait la tête. Des questions? Hayes leva la main. Et si elle est vraiment bonne? Personne ne répondit. Personne n'y avait même pensé. Le lundi arriva avec un brouillard roulant depuis le Pacifique et un froid qui transperçait les vêtements comme une lame affûtée. Cole se tenait au bord du terrain d'entraînement, les bras croisés, les mâchoires serrées, les yeux fixés sur la grille. Son peloton était déjà rassemblé, 18 hommes en 2 rangées lâches, en treillis, l'énergie agitée et acérée. Ils avaient passé tout le week-end à parler de ça, à plaisanter, à parier sur combien de temps durerait la démonstration avant que la fille abandonne ou se blesse. Donovan avait misé $20 sur moins de 5 minutes. À exactement 8 heures, une berline grise franchit la grille et se gara au bord du parking. La portière conducteur s'ouvrit et Dana Marsh descendit. Elle n'était pas du tout ce qu'ils avaient imaginé. 1m68 peut-être, des cheveux bruns foncés tirés en un chignon bas. Sans maquillage, sans bijoux. Elle portait un t-shirt vert olive qui tombait librement sur ses épaules, un pantalon cargo camouflage et des Rangers tactiques qui portaient les marques de plusieurs continents. Elle ne tenait rien, ni sac, ni bloc-notes, ni dossier de référence. Elle traversa le parking vers le terrain avec foulée ni lente ni précipitée, mesurée, maîtrisée, comme si chaque pas avait été calculé à l'avance. Cole sentit quelque chose changer derrière lui. Les plaisanteries s'étaient arrêtées net. Il y avait dans la façon dont cette femme marchait quelque chose qui ne correspondait pas à l'image qu'il s'en était mis et faite. Elle ne marchait pas comme une civile, ni comme quelqu'un de nerveux. Elle avançait comme quelqu'un qui avait fait cela précisément, dans ce genre d'endroit précisément, des dizaines de fois. Elle s'arrêta à 3 mètres de Cole et le regarda. Pas vers lui, à lui. Malgré les 15 centimètres et les 50 kilos qu'il avait sur elle, la géométrie de son regard était parfaitement horizontale. « Chef Cole, dit-elle, une affirmation, pas une question. C'est bien moi. Vous êtes Marsh, Dana Marsh. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Je n'ai pas pris le temps. On me l'a ordonné. » Si les mots la blessèrent, rien dans son visage ne le trahit. Pas un tressaillement, pas un clignement, pas la moindre trace de fragilité. « C'est juste, dit-elle, alors ne gaspillons pas le temps que je n'ai pas proposé de donner. » Dans le dos de Cole, quelqu'un renifla. Il ne se retourna pas pour voir qui. « Avant de commencer, dit Cole en faisant un pas vers elle, utilisant sa stature comme il le faisait toujours, remplissant l'espace entre eux de sa seule présence, je veux savoir une chose. Qu'est-ce qui vous qualifie pour entraîner mes hommes ? 7 certifications en arts martiaux, dit-elle. Krav Maga, Systema, Jiu-Jitsu brésilien, Muay Thai, Kali philippin, Judo, combat sambo. J'ai travaillé avec des opérateurs de 4 pays de l'OTAN et 2 forces alliées hors OTAN. Je détiens un contrat de consultant classifié avec le ministère de la Défense. Des certifications, dit Cole, laissant le mot suinter de mépris. J'ai une certification de secourisme. Ça ne fait pas de moi un médecin. Quelques hommes rirent dans son dos. Dana ne broncha pas. « Vous avez raison, dit-elle. Les certifications seules ne valent pas grand-chose,
C'est justement pour ça que je suis là, pour vous montrer ce qu'elle donne quand elle s'applique. Cole inclina la tête. Permettez-moi de vous poser une autre question. Vous avez déjà saigné dans une vraie bagarre, pas un sparring, pas un exercice, une vraie confrontation où l'autre cherche à vous tuer et où la seule chose entre vous et un sac mortuaire, c'est ce que vous faites dans les 3 secondes qui suivent. Dana le regarda un long moment. Ses yeux étaient bruns, presque noirs dans la lumière filtrée par le brouillard, et ils portèrent quelque chose que Cole reconnut sans pouvoir le nommer. Ce même regard qu'il avait vu dans le miroir après son 3e déploiement. Le regard de ceux qui ont franchi une ligne qu'on ne peut jamais retrouver en arrière. « Oui », dit-elle. Rien d'autre. Cole attendit l'histoire, l'explication, la justification. Elles ne vinrent pas. Elle se tenait là, stable comme la pierre, n'offrant rien et ne demandant rien. Ça le déstabilisa. Il était habitué à ce que les gens se prouvent à lui, les nouvelles recrues bégayant leur curriculum vitae, énumérant leurs qualifications comme une liste de courses, désespérées d'obtenir son approbation. Cette femme répondait comme une porte fermée, et elle ne semblait pas se soucier qu'il l'ouvre ou non. « Très bien, » dit-il en reculant d'un pas. « Montrez-nous ce que vous savez faire, Donovan. » Jake Donovan sortit du groupe, il souriait. Pas du sourire de la joie, celui de l'anticipation. Il se craqua le cou, roula les épaules et s'approcha de Dana comme un homme qui s'avance vers un punching ball de salle de sport. « Doucement, Jake, » dit Cole. « Contact contrôlé. » Donovan hocha la tête, mais le sourire ne quitta pas son visage. Dana l'observait approcher. Elle ne déplaça pas son poids. Elle ne leva pas les mains. Elle n'adopta aucune garde que quiconque put identifier. « T'es sûr de toi ?» lui demanda Donovan, s'arrêtant à un peu plus d'1 mètre. Sa silhouette la dominait. Son ombre tombait sur son visage comme une éclipse. « J'en suis sûr, » dit-elle. « Mais je veux d'abord vous poser une question. » Donovan cligna des yeux. « Quoi ? Quelle est votre certification en combat à main nue ? Niveau 3 combative, programme croisé avec l'armée, plus 12 ans à frapper des gens qui le méritaient. Et en 12 ans, combien de vos adversaires étaient un coup plus petits que vous ? » Le sourire de Donovan s'estompa légèrement. « C'est quoi cette question ? » ?»« Une vraie. Combien des hommes que vous avez affrontés à main nue étaient nettement plus petits que vous ? » Il ne répondit pas. « Je parierais que la plupart, » dit Dana. « Parce que vous êtes grand, et les grands gagnent avec la taille, pas avec la technique. Vous fermez la distance, vous utilisez votre poids, vous écrasez. Ça fonctionne quand l'autre ne sait pas quoi faire d'un gabarit comme le vôtre, mais ce n'est pas du combat, c'est de la physique. Et la physique, ça se redirige. » Le terrain fut mort de silence. Les yeux de Donovan se plissèrent. Quelque chose changea en lui. L'amusement avait disparu, remplacé par quelque chose de plus archaïque, logé dans la partie du cerveau entraînée à répondre aux menaces. Elle ne l'avait pas insulté. Elle avait fait pire. Elle l'avait diagnostiqué. « Quand vous voulez, » dit Dana. Donovan frappa vite, plus vite qu'un homme de sa corpulence n'aurait dû pouvoir le faire. Il parcourut le mètre qui les séparait en une seule foulée explosive, la main droite jaillissant pour saisir le col de sa chemise, le bras gauche se levant pour contrôler sa tête. Une entrée en clinch classique qu'il avait utilisée des centaines de fois en opération réelle. Sa main droite se referma sur le vide. Dana avait bougé, pas en arrière, pas sur le côté. Elle abaissa son centre de gravité de quelques centimètres, pivota sur le pied gauche, fit de tourner son buste juste assez pour laisser sa main passer au-dessus de son épaule. Dans le même mouvement, elle saisit son poignet tendu des 2 mains, entra dans son corps plutôt que de s'en éloigner et utilisa son propre élan pour le guider au-delà d'elle. Cela prit moins d'1 seconde. L'instant d'avant, Donovan attaquait. L'instant d'après, il trébuchait en avant, déséquilibré, le poignet verrouillé à un angle qui envoyait une décharge de douleur dans l'avant-bras. Il tomba sur un genou dans le sable. Dana lâcha son poignet et recula. Elle n'avait pas porté un seul coup. Elle n'avait utilisé aucune force qui n'était pas déjà celle de Donovan. « Relevez-vous », dit-elle, pas cruellement, pas avec arrogance, factuellement, comme un professeur demandant à un élève de reprendre un problème de mathématiques. Donovan se leva. Son visage était rouge, non pas de douleur, mais de la collision entre ce qu'il croyait de lui-même et ce qui venait de se passer. « Encore », dit-il, les dents serrées. « Vous êtes sûr ?» Il revint différemment. Plus bas, plus intelligent.
Il fit une feinte de la gauche, puis fonça de l'épaule droite, cherchant le plaquage. Un mouvement de lutte, un mouvement de force, le genre qui avait mis à terre des hommes 2 fois plus habiles que Dana. Dana ne recula pas. Elle s'agenouilla d'un coup, cueillit son épaule avec l'avant-bras et réorienta son élan dans le sable à côté d'elle. Alors qu'il s'effondrait, elle roula avec lui, se retrouvant au-dessus, le genou dans le dos, la main sur sa nuque. Il résista. Elle le tint, non par la force, par la position, par le levier, par cette mécanique corporelle qui transformait une femme de 60 kilos en point d'ancrage immuable sur un guerrier de 110 kilos. « Votre force est réelle, dit-elle, sa voix calme près de son oreille. Mais la force sans direction, c'est juste de l'énergie qui cherche où aller. Je lui ai donné où aller. Voilà la leçon. Elle le lâcha et se releva. Donovan roula sur le dos. Il resta là quelques instants, les yeux levés vers le ciel gris. Puis il tourna la tête vers Cole. L'expression de Cole n'avait pas changé. Les bras toujours croisés, les mâchoires tajini toujours serrées, mais ses yeux avaient soit bougé. Quelque chose y était apparu qui n'y était pas avant. Pas du respect, pas encore. Mais une attention réelle, concentrée, du genre qu'il réservait d'ordinaire au briefing de mission et au tir ennemi. « Qui est le prochain ?» demanda Dana. Personne ne bougea. J'ai dit « Qui est le prochain ?» Connor Hayes s'avança. Sans sourire, sans gesticulation. Il s'approcha les mains légèrement levées, le poids équilibré, le regard ancré sur le sien. « Je ne vais pas me précipiter, » dit-il. « Je veux voir ce que vous faites face à quelqu'un qui engage correctement. » Dana hocha la tête. « Bien. » Ils se tournèrent autour. Ace était méthodique, appliqué. Il testa avec un direct qu'elle esquiva, un coup de pied bas qu'elle bloqua. Il plongea pour une double saisie de jambe, et elle s'étala avec une technique si propre qu'elle semblait répéter. Ils échangèrent 99 secondes. Ace fut proche 2 fois. Une fois, il faillit contrôler le corps. Une autre fois, il attrapa son bras et tenta une transition vers une soumission. Les 2 fois, elle se glissa hors de sa prise avec des mouvements d'une précision qui semblait violer les lois de la friction. Puis, elle conclut. Un balayage qui lui arracha les jambes, suivi d'une transition en position dominante si rapide que Ace dit plus tard à ses coéquipiers qu'il n'avait sincèrement pas compris comment elle s'y était retrouvée. Elle l'immobilisa. Il tapa. Elle le relâcha. « Vous êtes meilleur que le grand costaud, » dit-elle en lui tendant la main. Il la prit et elle le remit sur pied. « Vous réfléchissez avant de bouger, c'est rare. » Ace hocha lentement la tête, soufflant fort. « Vous êtes réel, » dit-il doucement. « Je suis réel. » Cole décroisa les bras. Il fit 3 pas vers elle, et chaque homme sur le terrain le regarda. Parce que quand le chef de première classe Marcus Cole bougeait avec intention, on faisait attention. « Marche, » dit-il. Dana se retourna vers lui. « Vous avez fait votre démonstration à mes hommes, mais ils ne sont pas ceux que vous devez convaincre. » Le terrain se tut d'une façon nouvelle, pas le silence de la confusion, pas celui de la gêne, celui de l'anticipation. Chaque homme présent comprenait ce qui se passait. Cole entrait dans la danse. Cole qui avait tué des hommes dans 5 pays. Cole qui avait désarmé à main nue un kamikaze. Cole, l'homme qu'il suivait sans hésiter dans les pièces les plus sombres de la planète. Dana l'observa. Elle étudia sa posture, la façon dont il portait son poids, cette légère inclinaison vers l'avant qui lui disait que son instinct était toujours d'attaquer. « Je préviens toujours les gens en premier, » dit-elle. « Vous l'avez déjà dit. »« Je sais. Je le redis. » Cole vint sur elle avec l'agressivité contrôlée qui distingue les opérateurs des simples combattants. Il n'était pas précipité. Il ne se télégraphiait pas. Il ferma la distance à petits pas calculés, les mains levées, le menton rentré, les yeux fixés sur son centre de masse. Il lança une combinaison. Direct, croisé, crochet. Chaque coup rapide, chaque coup précis, chacun délivré avec la puissance qui avait conclu des combats dans des pièces sans lumière où les enjeux étaient permanents. Dana esquiva le direct. Elle dévia le croisé. Et quand le crochet arriva, elle fit quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Elle entra dedans. Pas en arrière, pas sur le côté. À l'intérieur. Elle se glissa dans l'arc de son bras, là où la puissance n'était pas encore chargée, et posa sa paume à plat sur sa poitrine. Pas une frappe, un placement. Puis elle poussa. Ce n'était pas une poussée forte, c'était une poussée précise, dirigée exactement là où son poids était engagé vers l'avant,
exactement au moment où son équilibre était compromis par la rotation du crochet. Marcus Cole, 1,88 m, 105 kg de guerrier durci par les cicatrices, trébucha en arrière. Ses rangers labourèrent le sable, il se rattrapa. Mais pendant une seconde entière, une femme qui pesait 50 kg de moins que lui l'avait déplacé. Le terrain retint son souffle, les yeux de Cole se verrouillèrent sur ceux de Dana. Et dans cet instant, quelque chose passa entre eux qui n'avait rien à voir avec le grade, le sexe ou l'âge. Une reconnaissance, celle d'un combattant voyant un autre combattant. La reconnaissance de celui qui comprend que le combat ne concerne pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui voit le plus clairement. « Comment » dit Cole. Pas une question, une exigence. Dana ne sourit pas. Elle ne triompha pas. Elle le regarda avec ce même regard horizontal qu'elle avait eu depuis l'instant où elle était descendue de cette berline grise. « Votre crochet est dévastateur, » dit-elle. « Contre quelqu'un qui recule, vous le placerez à chaque fois. Mais personne ne vous a jamais dit ce qui se passe quand quelqu'un entre dedans. Parce que personne n'a jamais eu le courage d'essayer. » Cole la fixa. Sa poitrine montait et descendait. Ses mains étaient encore levées. Mais quelque chose derrière ses yeux était en train de changer. Comme un mur se craquelant là où il n'y avait pas de fissure 1 minute plus tôt. « Vous n'avez pas répondu à ma question, » dit-il. « J'ai demandé comment. » Dana regarda les 18 hommes derrière Cole. Chacun d'eux la regardait. Chacun écoutait avec une concentration qu'elle savait être réservée aux choses qui comptent vraiment. « C'est mon père qui m'a appris, » dit-elle. Il était marine, instructeur de combat, 3e génération. Il m'a entraîné depuis l'âge de 4 ans, non pas à être forte, mais à être précise. Il avait l'habitude de dire que la force est un prêt de votre corps. Elle s'épuise, elle lâche, mais la technique est une langue. Une fois qu'on l'apprend, on la parle pour toujours. Personne ne bougea. Personne ne parla. Il est mort quand j'avais 17 ans, dit Dana, et avant de mourir, il m'a fait promettre une seule chose, que je n'arrêterai jamais d'enseigner ce qu'il m'avait transmis, que je trouverai les meilleurs combattants au monde et que je les rendrai encore meilleurs, non pas en remplaçant ce qu'ils savent, mais en leur montrant ce qui leur manque. Elle regarda de nouveau Cole. « Il vous manque quelque chose, chef, à vous tous. C'est pour ça que je suis ici. » Cole laissa retomber les mains. Il resta debout dans le sable, le brouillard s'enroulant autour de lui, 18 paires d'yeux dans son dos. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, il ne sut pas quoi dire. Quelque part dans le fond de la formation, se tenant là où elle croyait que personne ne pouvait la voir, la maître de 3e classe Jessica Ramos s'essuya les yeux et redressa l'échine. Parce que pour la première fois depuis son arrivée sur cette base, depuis qu'on lui avait signifié de 100 façons différentes qu'elle n'était pas à sa place, elle venait de regarder une femme marcher au milieu des hommes les plus dangereux de la planète et leur imposer le silence. Et quelque chose en elle, quelque chose qui avait été enfoui sous des mois de doute et de silence, commençait à se réveiller. Le sang sur la lèvre de Dana, à peine séché, 5 d'entre eux s'avancèrent. Ce n'était pas concerté. Il n'y eut aucun signal, aucun ordre de Cole. Cela arriva comme arrivent les choses entre des hommes qui ont passé des années à lire mutuellement leur respiration dans des pièces obscures. Un bougea, 4 suivirent. Donovan fut le premier, parce que Donovan était toujours le premier. Derrière lui venait Burroughs, un opérateur trapu au visage carré, le spécialiste brèche du peloton, un homme qui ouvrait les portes à l'explosif et dont le tempérament correspondait. Garrett suivait, le tireur d'élite, l'œil froid et glacial, capable d'attendre des heures sans ciller avant de mettre fin à une vie à 800 mètres. Navarro venait ensuite, le plus jeune SEAL du peloton après Jessica Ramos, 26 ans et quelque chose à prouver à quiconque l'avait jamais regardé de haut. Et enfin, Callahan, le médecin du peloton, un homme qui connaissait chaque os du corps humain parce qu'il en avait remis la plupart en place sous le feu. 5 hommes. Plus de 500 kilos à eux tous, une expérience de combat couvrant 14 déploiements sur 6 pays. Chacun d'eux avait ôté une vie de ses propres mains. Et il marchait vers une femme de 60 kilos. Cole regardait depuis le côté. Il n'avait pas parlé depuis que Dana l'avait fait reculer. Il se tenait les bras croisés, les mâchoires lentement crispées, les yeux suivant chaque mouvement sur le terrain. Il se disait qu'il laissait faire parce que ça allait mettre fin au cirque.
5 opérateurs contre une civile. Elle allait craquer. Elle allait comprendre que ce n'était pas un dojo de Virginia Beach, et NAVSPEC War Command recevrait son rapport, et tout serait terminé avant midi. C'est ce qu'il se disait, mais quelque part plus profond, dans cette partie de son esprit que 23 ans de combat avaient aiguisé en quelque chose opérant en dessous de la pensée consciente. Cole regardait parce qu'il avait besoin de voir. Il avait besoin de comprendre ce qui venait de lui arriver. Comment une femme 2 fois moins lourde que lui était entrée dans son crochet et l'avait déplacé comme s'il se tenait sur la glace. Dana les vit venir, les 5. Elle ne recula pas. Elle n'élargit pas sa stance. Elle fit quelque chose que Jessica Ramos, depuis le fond de la formation, garderait en mémoire jusqu'à la fin de sa vie. Elle expira, lentement, longuement, et s'immobilisa, non figée, non crispée, immobile comme l'eau l'est avant de trouver une fissure dans un barrage, immobile comme l'est un ressort sous tension. « Vous 5 en même temps, dit-elle, ou à tour de rôle. » Donovan fit craquer ses jointures. « C'est vous qui décidez. » Les 5 ensemble. C'est plus rapide. Burroughs eut un rire bref, sec, comme une cartouche qu'on chambre. « Madame, je vous ai regardé jouer à la marelle avec Jake et le chef. C'est mignon. Mais 5 d'un coup, c'est pas une leçon. C'est une visite aux urgences. » Dana le regarda. « Comment vous appelez-vous » ? « Burroughs. »« Burroughs, je vais vous demander de vous souvenir de ce moment. Maintenant, cette seconde précise, parce que dans environ 45 secondes, vous serez à terre et vous voudrez comprendre comment vous y êtes arrivé. La réponse, c'est ce moment. L'instant où vous avez décidé que je n'en étais pas capable. » Burroughs cessa de rire. « À votre guise, » dit Dana. Ils vinrent sur elle en demi-cercle lâche. Pas tous d'un coup, ils étaient trop entraînés pour ça. Donovan poussa en avant le premier, comme avant, cherchant le clinch. Burroughs pivota à droite, Navarro à gauche, Garrett resta en retrait, observant, attendant l'ouverture. Callahan se positionna derrière elle, coupant toute retraite. C'était un encerclement de manuel. Le genre de positionnement tactique qu'ils utilisaient pour nettoyer des pièces avec des combattants à l'intérieur. Le genre qui ne laissait aucune issue et mettait fin au combat avant qu'il commence. Dana laissa Donovan fermer la distance. Cette fois, il était plus intelligent, moins en surplomb, le poids en arrière. Il chercha son épaule de la main gauche, une prise de contrôle plutôt qu'une attaque. Et pendant une demi-seconde, ses doigts se refermèrent sur le tissu de sa chemise et son cerveau lui envoya le signal « Contact établi, avancez ». Mais dans cette demi-seconde, Dana avait déjà agi. Elle piégea sa main contre son épaule avec le menton, saisit son poignet des 2 mains et laissa tomber tout son poids d'un coup. Le coude de Donovan se bloqua, son épaule tordit, et ses 110 kilos n'eurent d'autre chemin que celui qui évitait la luxation, vers le bas, face contre le sable. Burroughs était déjà en route. Il avait utilisé l'attaque de Donovan comme couverture pour fermer la distance depuis la droite. Il lança un direct dans les côtes, le genre de coup au corps qui fracture les flottantes et fait plier les genoux. Dana lâcha le poignet de Donovan et pivota. Elle ne bloqua pas le coup. Elle le dévia, portant son avant-bras contre le sien et guidant le poing devant elle. Son élan l'emporta vers l'avant et elle en profita. Elle crocheta sa cheville et poussa son épaule. Physique élémentaire, force opposée. Burroughs tomba de côté, la hanche frappant le sable avec un bruit sourd. 3 secondes, 2 hommes à terre. Dana n'avait pas porté un seul coup. Navarro vint ensuite, et il vint en colère. Il était jeune, et les jeunes se battent d'abord avec leurs émotions, et ensuite avec leur entraînement. Il lança un genou sauté visant son ventre, une technique explosive qui fonctionne brillamment dans les cages de MMA, et presque jamais dans un vrai combat. Dana fit un pas de côté. Le genou fila dans le vide. Navarro atterrit déséquilibré, et avant qu'il pût se reprendre, elle était derrière lui. Elle enroula le bras autour de son cou. Pas pour étrangler, pour contrôler, et utilisa son élan vacillant pour le guider doucement à terre. Elle le tint 2 secondes, juste assez pour que le message passe, puis le relâcha. « Respirez, lui dit-elle, et la prochaine fois, gardez les pieds au sol. » Navarro roula sur le dos, haletant, le visage entre humiliation et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la fureur. Garrett avait regardé. Le tireur d'élite, le patient, il n'avait pas bougé pendant que les autres lui attaquaient. Il l'avait étudié
cataloguait ses réponses, construit dans sa tête un modèle de ses déplacements et de ses réflexes face à des angles différents. Maintenant, il se lança, mais différemment, sans précipitation, sans lancer. Il ferma la distance à pas courts et contrôlés, la garde haute, le poids parfaitement centré. Il la traitait pour ce qu'elle était, une menace réelle. « Vous apprenez vite, dit-elle. « J'observe, répondit Garrett. Ce qui suivit ressemblait moins à un combat qu'à une conversation tenue en mouvement. Garrett sonda avec des directs rapides que Dana déflectait. Il plongea bas pour un plaquage serré. Elle s'étala et lui captura la nuque dans un front headlock. Il pivota hors de prise. Elle le laissa faire. Ils se réinitialisèrent, tournèrent, s'engagèrent contre de nouveau. Garrett lança une combinaison techniquement parfaite, direct, croisé, coup de pied bas, changement de niveau, double saisie de jambes. Dana défendit chaque élément, mais Garrett fut proche. Plus proche que quiconque. Il faillit verrouiller un corps à corps. Ses bras l'encerclèrent pendant une seconde entière avant qu'elle ne dégage sa prise et prit de la distance. « Vous êtes bon, » dit Dana, et elle le pensait vraiment. Pas assez, apparemment. Pas encore. Elle conclut 30 secondes plus tard un balayage sur sa jambe avant, suivi d'une projection de hanche qui utilisa sa propre réaction défensive contre lui. Garrett heurta le sable sur le dos et avant qu'il pût bouger, le genou de Dana était sur sa poitrine et son avant-bras sur sa clavicule. Il tapa. Elle le lâcha et quand elle lui tendit la main, il la prit sans hésiter. Callahan était le dernier, le médecin. Il avait été positionné derrière elle tout ce temps. Et maintenant, il était le seul encore debout, en dehors de Dana. Il leva les deux mains, paumes ouvertes. « Ça ira, » dit-il. « J'ai vu assez. »« Vous êtes sûr, vous êtes sûr ? » ?»« Je remets des os en place pour gagner ma vie. Je préfère ne pas avoir les miens remis par quelqu'un d'autre. » Quelques hommes dans la formation rirent. Le rire nerveux de gens dont la vision du monde vient d'être réarrangée sous leurs yeux. Dana se retourna vers l'ensemble du peloton. Elle ne soufflait pas fort. Elle n'était pas en sueur. Elle se tenait dans le sable, 5 des leurs se relevant autour d'elle, et elle avait exactement la même apparence qu'au moment où elle était descendue de cette berline grise. « 41 secondes, dit-elle. Voilà combien de temps ça a pris. 4 hommes à terre, un qui renonce, et je n'ai pas frappé une seule fois. Silence. Vous pensez que c'est un tour de passe-passe, poursuivit-elle. Vous pensez que j'ai eu de la chance ou que vos gars ont été trop souples ou que ça ne marche qu'en conditions contrôlées. Vous avez tort sur les 3 points. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas de la chance, c'est de la physique, de la biomécanique. Comprendre comment le corps humain se déplace et utiliser cette compréhension pour contrôler l'issue avant même que la première main se lève. Elle regarda Donovan, toujours assis dans le sable, à s'essuyer le visage. « Vous êtes l'homme le plus fort de ce terrain. Vous pourriez me faire un développé couché d'un seul bras. Et je vous ai mis à terre 2 fois. Non parce que je suis plus forte que vous, parce que je savais où vous alliez avant que vous n'y arriviez. » Elle regarda Burroughs. « Vous vous êtes engagé sur un coup puissant, rotation complète, extension complète, dévastateur s'il touche. Mais au moment où vous vous engagez, vous m'avez tout dit. Votre poids, votre direction, votre chemin de récupération. Je ne vous ai pas bloqué. Je vous ai laissé vous battre vous-même. » Elle regarda Navarro. « Vous vous êtes battu en colère. La colère est du carburant, mais du carburant sale. Elle vous rend rapide et stupide. Vous avez sauté. Dans un vrai combat contre quelqu'un qui sait ce qu'il fait, sauter, c'est mourir. » Elle regarda Garrett. « Vous êtes le meilleur combattant ici. Vous avez regardé, vous vous êtes adapté, vous vous êtes engagé intelligemment. Vous étiez presque là. La raison pour laquelle vous ne l'avez pas été, c'est que vous avez été formé à attaquer les problèmes avec de la force appliquée intelligemment. Moi, j'ai été formé à les attaquer avec de l'intelligence appliquée avec force. La différence paraît minime. Elle ne l'est pas. » Connor Hayes, depuis la formation, leva la voix. « Et Cole ?» Toutes les têtes se tournèrent vers le chef. Cole n'avait pas bougé. Les bras toujours croisés, le visage impénétrable. Mais Jessica Ramos, qui avait passé des mois à apprendre à déchiffrer les humeurs des hommes dangereux comme une technique de survie, vit quelque chose dans sa posture que les autres ratèrent. Son poids avait changé. Juste légèrement, des talons vers les pointes. Il se penchait en avant. Il était engagé. Dana regarda Cole. Le chef Cole est l'homme le plus dangereux de ce terrain, non pas à cause de son gabarit ni de son expérience,
mais parce qu'il a passé 23 ans à s'adapter. Il apprend de chaque combat, de chaque rencontre, de chaque échec. C'est pour ça qu'il est encore vivant. C'est pour ça que vous le suivez. Elle marqua une pause. Mais il a un angle mort, le même que chaque combattant dominant possède. Il n'a jamais dû se battre depuis en dessous. Il n'a jamais eu à survivre contre quelqu'un qui avait sur lui un avantage technique. Il a toujours été le plus grand, le plus redoutable, le plus aguerri dans la pièce. Cela l'a rendu extraordinaire, mais aussi incomplet. Les mâchoires de Cole se crispèrent, ses yeux se plissèrent. Et pendant un long et dangereux moment, le terrain oscilla sur le fil d'un couteau, parce que Dana Marsh venait de faire quelque chose qu'aucun être humain en 23 ans de carrière de Marcus Cole n'avait jamais osé faire. Elle avait identifié sa faiblesse à voix haute, devant ses hommes. Ace retenait son souffle. Donovan avait cessé d'enlever le sable de son treillis. Même le vent semblait marquer une pause. Puis Cole décroisa les bras. « Vous avez du cran, dit-il. Je vous l'accorde. »« Je n'ai pas besoin que vous m'accordiez quoi que ce soit, chef. J'ai besoin que vous écoutiez. »« J'écoute. »« Non, vous tolérez. » Il y a une différence. Écouter, c'est accepter de changer ce qu'on croit en fonction de ce qu'on entend. Vous n'en êtes pas encore là, mais vous y viendrez. Ça ressemble à une menace. C'est une promesse, du même genre que celle que faisait mon père. Cole la fixa. Votre père, le marine, le sergent-chef Robert Marsh, 1er bataillon de reconnaissance de force, 3 tours en Irak, 2 en Afghanistan. Il pouvait briser le bras d'un homme en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Et il a passé toutes mes nuits d'enfance à m'apprendre comment faire la même chose sans rien casser du tout. Qu'est-il devenu ? L'expression de Dana ne changea pas, mais quelque chose derrière ses yeux bougea, comme une porte s'ouvrant sur une pièce longtemps restée dans l'obscurité. Cancer, le genre qui vient des fosses à déchets brûlés et qui ne se manifeste que lorsqu'il est trop tard. Il s'est battu contre comme il avait toujours tout affronté, de face, sans plainte, sans apitoiement. Il est mort un mardi matin dans un hôpital des anciens combattants de Camp-le-Jeune, pendant que je lui tenais la main, et il m'a fait promettre de continuer. Le terrain était si silencieux que les vagues frappant la plage à 300 mètres se percevèrent distinctement. C'était l'homme le plus solide que j'ai jamais connu, dit Dana. Et ses dernières paroles ont été « Le combat ne consiste pas à gagner, Dana. Il consiste à faire en sorte que ceux qu'on aime rentrent chez eux. C'est pour ça que je suis là. Non pas pour vous humilier, non pas pour prouver quelque chose, pour vous rendre meilleur, pour que la prochaine fois que vous entrez dans une pièce où quelqu'un veut vous tuer, vous en ressortiez. » Cole la regarda longuement, puis se tourna vers son peloton. « On s'arrête pour ce matin. 14 heures, tout le monde ici. Marsh dirige la session de l'après-midi. » Il repartit sans se retourner, et tandis qu'il traversait le terrain, Donovan se tourna vers Hayes avec l'expression d'un homme qui vient d'apprendre que la gravité fonctionne autrement qu'il ne l'avait toujours cru. « Ça vient vraiment de se passer ?» demanda Donovan. Hayes hocha lentement la tête. « Oui, ça vient de se passer. » Jessica Ramos regarda Cole traverser le terrain, puis Dana Marsh, seule dans le sable, où 5 hommes venaient de tomber autour d'elle, et elle sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas de l'admiration, pas de l'idolâtrie, quelque chose de plus fondamental, une permission. La permission de croire que ce qu'on lui avait dit toute sa vie, que plus petit signifie plus faible, signifie moins, était un mensonge. Elle voulait aller lui parler, trouver un mot, n'importe lequel. Mais ses pieds refusèrent de bouger, et le poids de 6 mois à être la femme invisible du peloton s'appuya sur ses épaules comme un sac à dos chargé. Elle resta là. Elle observa. Et elle se fit une promesse qu'elle n'avait pas encore le courage de tenir. À 14 heures, ils revinrent, les 18, et pour la première fois, ils revinrent en silence. Plus de plaisanteries, plus de paris, plus de rires. Ils se formèrent sur le terrain d'entraînement et attendirent. Et quand Dana Marsh sortit à leur rencontre, pas un seul homme ne détourna le regard. Elle commença par les fondamentaux, pas ceux qu'ils attendaient, pas de coups, pas de projection, pas de plaquage. Elle commença par la respiration. « Chaque combat que vous avez mené, dit-elle, a débuté par votre souffle. Votre corps tourne à l'oxygène, et l'oxygène tourne sur un rythme. Quand votre respiration est fausse, votre timing est faux.
Quand votre timing est faux, votre technique est fausse. Quand votre technique est fausse, vous vous reposez sur la force. Et la force contre quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ça ne suffit pas. Elle les mit par paire. Elle leur dit de se faire face, de poser les mains sur les épaules l'un de l'autre, et de respirer. Juste respirer. En rythme avec leur partenaire, puis hors rythme, puis en rythme de nouveau. Donovan regarda son partenaire, un homme nommé Mendez, et dit « J'ai l'impression d'être dans une retraite de yoga ». Dana l'entendit. « Donovan, vous vous êtes retrouvé 2 fois dans le sable aujourd'hui, mis par quelqu'un qui pèse la moitié de vous. Si le yoga corrige ça, vous ferez du yoga jusqu'à ce que vos chakras brillent dans le noir. » Mendez explosa de rire. Le visage de Donovan vira au rouge, mais le coin de sa bouche tressaillit. À peine, juste assez. Elle se déplaça de pair en pair, ajustant les postures, corrigeant les prises, observant chaque homme bouger et cataloguant les informations comme un mécanicien qui diagnostique un moteur à l'oreille. Quand elle atteignit Jessica Ramos, elle s'arrêta. Jess était associé à Navarro, le jeune opérateur qui avait lancé le genou sauté. Il se tenait devant elle, les mains sur ses épaules, à peine en contact, comme s'il avait peur qu'elle se brise, ou comme si elle ne méritait pas un engagement complet. Dana regarda Navarro. « Appuyez plus fort. »« Quoi ? » ?»« Vous la tenez comme si elle était en cristal. Elle ne l'est pas. Appuyez plus fort. » Navarro augmenta la pression. Les pieds de Jess glissèrent légèrement, mais elle tint bon. « Bien, » dit Dana. Puis elle regarda Jess, vraiment la regarda, pas par-delà elle, pas à travers elle, à elle. « Comment vous appelez-vous ?»« Ramos, maître de 3e classe. »« Jess. »« Oui. »« Ne m'appelez pas madame. »« Depuis combien de temps êtes-vous dans ce peloton ?»« 6 mois. »« Et en 6 mois, combien de fois quelqu'un ici s'est entraîné avec vous à intensité réelle ?» Jess ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La réponse était dans la façon dont Navarro posait à peine les mains sur ses épaules, dans l'espace de 2 mètres que chaque homme du peloton maintenait entre lui et elle pendant les exercices. La réponse était inscrite dans 6 mois de présence sans inclusion. Dana se retourna vers Navarro. Pression complète. Maintenant. Navarro hésita. Son regard glissa vers l'endroit où Cole se tenait à observer depuis le bord. « Ne le regardez pas, » dit Dana. « Regardez-la. Elle est votre partenaire, votre coéquipière, et si vous ne pouvez pas vous entraîner avec elle de la même façon qu'avec Donovan, vous la laissez tomber. Vous vous laissez tomber vous-même, et vous laissez tomber chaque opérateur qui se tiendra un jour à côté d'elle. » Les mâchoires de Navarro se serrèrent. Puis, il appuya. Poids complet, force réelle, la même pression qu'il aurait donnée à n'importe qui dans le peloton. Jess trébucha. Elle se rattrapa. Son visage s'empourpra. Ses bras tremblèrent. Mais elle ne tomba pas. Elle planta les pieds, modifia son appui et contrepoussa. Dana l'observait. Quelque chose traversa son visage que seule Jess put voir. Une reconnaissance. Une familiarité. Le regard d'une femme qui avait autrefois occupé exactement la place où Jess se trouvait maintenant, entourée d'hommes qui ne croyaient pas en elle, tenant un terrain que personne ne pensait qu'elle tiendrait. Encore, dit Dana. Elles recommencèrent, encore et encore. Et à la 4e reprise, Jess ne trébuchait plus. Cole observait tout depuis le bord du terrain. Il regardait Dana traverser son peloton comme un chirurgien une salle d'opération, précise, efficace, ne manquant rien. Il regardait ses guerriers, ses frères en armes, se pencher vers elle quand elle parlait. Il regardait la résistance s'évaporer de leur posture degré par degré, comme une armure ôtée pièce par pièce. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, quelque chose qui l'effrayait plus que n'importe quel ennemi qu'il eût jamais affronté. Le doute. Non pas envers Dana, envers lui-même, envers les certitudes sur lesquelles il avait bâti toute sa carrière, la force, l'agressivité, la domination, envers le fondement sur lequel il se tenait depuis 23 ans, et dont il n'avait jamais cherché à vérifier si des fissures s'y trouvaient. Il sortit son téléphone et appela le capitaine Henley. Henley décrocha à la 2e sonnerie. « Comment ça s'est passé ?» Cole se tut un instant, puis « Elle a mis 5 de mes gars à terre en 41 secondes. » Silence à l'autre bout. « Et elle m'a fait reculer d'une paume ouverte. » Silence prolongé. «
Qui est-elle vraiment, mon capitaine ?» La voix de Henley fut mesurée. « Elle est exactement ce que dit son dossier, Damon. La question n'est pas qui elle est. La question est si vous êtes assez intelligent pour la laisser faire son travail. » Cole raccrocha sans répondre. Il remit le téléphone dans sa poche et regarda vers le terrain, où Dana Marsh enseignait à Jessica Ramos comment rediriger une force 3 fois supérieure à la sienne. Et Jess le faisait, et les hommes autour d'eux regardaient avec une attention proche de la révérence. Et Marcus Cole, chef de première classe, 23 ans de service, 5 déploiements au combat, une étoile de bronze et un corps criblé de cicatrices, se tint au bord de son propre terrain d'entraînement et comprit qu'il avait peur. Non pas de Dana Marsh, ni de ce qu'elle pouvait faire de ses mains. Il avait peur de ce qu'elle pouvait faire à l'histoire qu'il se racontait sur lui-même. L'histoire qui disait qu'il était le meilleur, que l'expérience et l'agressivité suffisaient. L'histoire qui l'avait maintenu en vie, mais qui l'avait peut-être aussi empêché de devenir quelque chose de plus grand. Il regarda Jess tenir bon face à Navarro et pensa aux 23 ans d'hommes qu'il avait entraînés, à ceux qui n'étaient pas rentrés, et il se demanda pour la première fois si les choses auraient pu être différentes si quelqu'un comme Dana Marsh avait mis le pied sur son terrain plus tôt. 3 jours s'écoulèrent, et Marcus Cole n'avait toujours pas posé une seule question à Dana pendant l'entraînement. Il regardait, il se tenait au bord du terrain à chaque session, les bras croisés, les mâchoires vermeilles fermées, observant tout ce qu'elle faisait avec la concentration d'un homme qui étudie les positions ennemies avant un assaut. Il la laissait diriger les exercices, il la laissait organiser ses hommes par paire, il la laissait circuler à travers le peloton en corrigeant les postures et les prises. Mais jamais il ne s'engageait, jamais il ne foulait le sable, jamais il n'ouvrait la bouche pour lui demander d'expliquer ce qu'elle enseignait ou pourquoi. Dana le remarquait, elle remarquait tout. Mais elle ne forçait pas. Pas encore. Ce fut Hayes qui céda le premier. Le mercredi matin, à 6h30, avant l'arrivée du reste du peloton, il trouva Dana qui s'étirait seule près des barres de traction, ses mouvements lents et délibérés, comme un chat assouplissant ses articulations. « Je peux vous poser une question ?» dit-il. « Vous le faites déjà. » Hayes sourit légèrement. « La projection que vous avez utilisée sur Garrett, à la fin. Il avait un corps à corps complet, les 2 bras dans le dos, les doigts verrouillés. Je l'ai vu tenir cette prise sur des hommes 40 kilos plus lourds que vous, et il ne pouvait pas s'en défaire. Comment vous avez dégagé ça ?» Dana cessa de s'étirer. Elle regarda Hayes avec quelque chose proche de la considération. « Vous avez vu la décroche ?» J'ai vu le résultat, pas la mécanique. Parce que la mécanique s'est produite avant la prise. Quand quelqu'un vous verrouille les mains dans le dos, la force de sa prise est maximale lorsque votre corps est carré avec le sien. Poitrine contre poitrine, hanches alignées, c'est la position de contrôle maximale. Donc je n'ai pas cherché à m'arracher, j'ai changé l'angle. Une rotation de 45 degrés, juste assez pour désaligner ses poignets. Quand les poignets ne sont plus alignés avec les doigts, la prise perd environ 60% de sa force. Je n'ai pas dégagé ses mains. J'ai fait en sorte que ses mains se dégagent elles-mêmes. Hayes la fixa. 60% ? Environ. Mon père mesurait tout. Il était obsessionnel avec les chiffres. Il disait que le combat n'est pas un art, c'est de l'ingénierie. L'art est subjectif. L'ingénierie, c'est des mathématiques. Et les mathématiques s'en fichent de votre gabarit. Hayes resta silencieux un moment. Votre père avait l'air d'être quelqu'un d'exceptionnel. Il l'était. Je peux vous demander dans quelle unité il était ? Vous avez mentionné le 1er bataillon de reconnaissance de force. C'est exact. À quelle période ? Dana le regarda. Son expression glissa légèrement, juste assez pour que Hayes le perçoive. Pourquoi cette question ? Parce que je connais un type à la retraite maintenant. Il était au 1er bataillon, début 2000, Franck Dubois. Il a peut-être connu votre père. Quelque chose bougea derrière les yeux de Dana. Un frémissement. Pas exactement de la douleur, mais son ombre. Le genre d'ombre qui vit dans une pièce dont les lumières sont éteintes depuis longtemps. Mon père ne parlait pas beaucoup des hommes avec qui il avait servi, dit-elle. Après sa maladie, il avait cessé d'évoquer les Marines. Je crois que ça lui faisait trop mal, pas les souvenirs. Le fait qu'il mourait dans un lit d'hôpital plutôt que debout. Hayes hocha lentement la tête. Il comprenait.
Chaque opérateur comprenait, la peur, ce n'est pas la mort, c'est mourir de la mauvaise façon. Lentement, sous des lumières fluorescentes avec des machines qui bipent, plutôt que sous un ciel ouvert, une arme à la main. « Je vais chercher du bois », dit Hayes. « Il a peut-être des histoires que votre père ne vous a jamais racontées. » Dana ne répondit pas immédiatement. Elle se retourna vers les barres de traction, y enroula ses mains et se hissa dans un mouvement fluide et maîtrisé. Aucune oscillation, aucune triche, force pure transmise par une technique irréprochable. « Peut-être, » dit-elle en redescendant, « mais les histoires ne changent rien. L'entraînement, si. » Le jeudi, le peloton commença à se fissurer. Pas ouvertement, rien qui apparaîtrait dans les rapports ou les évaluations. La fissure était invisible, portée dans les regards et les silences, et dans la façon dont les hommes se regroupaient pendant les pauses. D'un côté, ceux qui avaient commencé à s'ouvrir à l'enseignement de Dana. Hayes, Garrett, Callahan, Mendez, des hommes qui avaient senti quelque chose changer lors des premières possessions et qui étaient assez curieux, assez humbles pour suivre là où ça menait. Ils posaient des questions. Ils restaient après la session. Ils pratiquaient les dégages de prise et les changements d'angle de leur propre chef. De l'autre côté, les récalcitrants, Donovan, Burroughs, Navarro et 4 ou 5 autres qui n'avaient pas été publiquement mis en difficulté par Dana, mais qui sentaient le sol se dérober sous leurs pieds et n'appréciaient pas ça. Ils participaient aux exercices parce qu'on le leur ordonnait. Leur obéissance était mécanique, creuse, le genre de conformité qui respecte la lettre d'un ordre tout en violant l'esprit. Et au milieu, occupant un espace n'appartenant à aucun des deux groupes, se trouvait Cole. Le jeudi après-midi, à 14h30, Dana lança un exercice qu'elle appelait le miroir. 2 opérateurs face à face. L'un attaquait, l'autre défendait en utilisant uniquement des redirections, ni frappe, ni blocage, seulement le déplacement et les changements d'angle. L'objectif, faire se battre l'attaquant contre lui-même, avec sa propre force. Donovan détestait ça. « C'est de la foutaise », dit-il à Burroughs pendant une pause haut, assez fort pour que la moitié du peloton l'entende. « On n'apprend pas à se battre, on apprend à danser. Prochaine étape, elle nous fera nous tenir la main en chantant des chansons de scouts. » Burroughs grogna, en guise d'approbation. Hier, elle nous faisait faire des exercices de respiration. Des exercices de respiration. Ce n'est pas la respiration qui m'a fait survivre à Kandahar. C'est les balles dans le canon et le pied sur la gorge de celui qui essayait de me tuer. Exactement. Ces trucs de technique, ça marche dans une salle de sport, quand tout le monde accepte les règles. Mets-moi dans une pièce avec 3 insurgés et une kalachnikov et dis-moi de rediriger leur énergie. Qu'est-ce qu'on verra ? Navarro, à portée d'oreille, approuva d'un hochement. Elle est forte dans ce qu'elle fait, j'admets ça, mais ce qu'elle fait, c'est pas ce qu'on fait. On n'est pas des artistes martiaux. On est des combattants de guerre. C'est pas pareil. Pas pareil du tout, dit Donovan. Et Cole le sait. Il laisse faire parce que les ordres l'y obligent. Mais vendredi, il va couper court, vous allez voir. Ils avaient tort. Mais ils ne le savaient pas encore. À l'autre bout du terrain, Jess Ramos était associé à Garrett pour l'exercice du miroir, et quelque chose se passait qu'aucun d'eux n'attendait. Jess attaquait. Garrett défendait. Elle lança un crochet droit, et Garrett le redirigea comme Dana avait enseigné, utilisant son propre élan pour la faire sortir de sa ligne. Jess trébucha, se rattrapa, revint. « Mieux, dit Garrett, mais vous télégraphiez avec l'épaule. Je vois le crochet avant que vous le lanciez. » Jess se réinitialisa. Elle fixa Garrett et quelque chose durcit dans son expression. Pas de la colère, de la détermination. Le genre de détermination calme et opiniâtre qui ne s'annonce pas. Elle attaqua de nouveau, cette fois sans charger l'épaule, comme Dana avait démontré le matin même. Garrett tendit la main pour rediriger et rata. Le poing de Jess s'arrêta à 2 centimètres de sa mâchoire. Garrett cligna des yeux, puis il sourit. Un vrai sourire, le premier que Jess eût vu d'un membre du peloton dirigé vers elle en 6 mois. « Voilà, dit-il. » Dana apparut à côté d'eux. Elle avait regardé depuis 3 paires de distance et traversé le terrain sans qu'aucun d'eux l'entende approcher. « Refaites-le, » dit Dana à Jess. Jess le refit. Propre, rapide, sans télégraphier. Encore, plus vite, plus tranchant. « Qu'est-ce que vous avez changé ?»
demanda Dana. J'ai arrêté de penser au coup et j'ai pensé à l'endroit où il devait être. Dana la regarda longuement. Puis elle dit « Votre père était militaire ?» Jess secoua la tête. « Non. Mère seule, serveuse à Oklahoma City. J'ai rejoint parce que je voulais être quelque chose qu'aucun membre de ma famille n'avait jamais été. » « Et vous l'êtes ?» Jess ne répondit pas. La question flottait entre elles comme un souffle retenu. « Vous le serez, » dit Dana. « Mais pas tant que vous continuerez à vous rapetisser. Je vous ai observé 3 jours. Vous vous tenez en arrière, vous parlez doucement. Vous prenez le moins de place possible. Vous survivez dans ce peloton. Jess, vous ne l'habitez pas. » Les yeux de Jess brillèrent, mais elle ne détourna pas le regard. Elle maintint celui de Dana, avec quelque chose qui ressemblait au premier véritable acte de courage qu'elle eût commis depuis son arrivée à Pendleton. « Je ne sais pas être autre chose ici, » dit Jess. « Ils ne veulent pas de moi. » « Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est que vous avez commencé à les croire. » Les mots atterrirent comme une gifle. Pas cruelle, exact. Le genre de vérité qui fait mal parce qu'elle est vraie et parce que la personne qui l'a dit n'a aucune raison de mentir. Dana posa la main sur l'épaule de Jess. Pas à la façon dont les hommes se touchaient entre eux, que ce contact fraternel brusque entre équipiers, elle la toucha comme une professeure touche un élève debout au bord d'une percée qu'il ne perçoit pas encore. Tu as lancé ce crochet sans télégraphier. Tu sais ce que ça signifie, que ton corps sait déjà faire ce que ton esprit a peur d'essayer. Fais confiance à ton corps. Il a de l'avance sur ton cerveau. Laisse-le mener. Jess hocha la tête. Elle s'essuya les yeux d'un revers de main rapide en espérant que personne ne la vît. Garrett vit. Il ne dit rien, mais il se repositionna légèrement, tournant le dos au reste du peloton, lui offrant un instant d'intimité sans qu'elle ait eu à le demander. C'était peu de choses, le genre de geste qui n'apparaît dans aucun rapport d'après-action, aucune fiche d'évaluation. Mais Jess le sentit, et elle s'en souviendrait longtemps après avoir oublié les détails de l'exercice. Le vendredi matin, à 7 heures, 4 jours après le début de la formation de Dana, Cole convoqua une réunion de peloton dans la salle de briefing avant la session du jour. Il se tint à l'avant. Pas de notes, pas de diaporama. Juste Cole, sa voix et le poids de 23 ans. Je vais dire quelque chose et je ne le dirai qu'une seule fois. Il parcourut la salle du regard, s'arrêtant sur Donovan, puis Burroughs, puis Navarro. J'ai entendu les discussions. Je sais que certains d'entre vous pensent que cet entraînement est une perte de temps. Je sais que certains pensent que marche est un numéro de cirque. Je sais que certains pensent que je vais mettre fin à tout ça et la renvoyer chez elle. Une pause. Ce ne sera pas le cas. La salle se figea. Je l'ai regardé mettre 5 d'entre vous à terre en 41 secondes. Je l'ai senti me faire reculer d'une paume ouverte. J'ai passé 4 jours à observer des choses que je n'avais jamais vues en 23 ans d'entraînement. Et j'ai passé 4 nuits à me poser une question que je n'aime pas poser. Une pause encore, plus longue, celle qui pousse les hommes à se pencher en avant. La question est de savoir si j'ai été assez bon. Pas assez solide, pas assez courageux, assez bon. Si la façon dont je vous ai entraîné, dont je me suis battu, dont j'ai commandé, représente le meilleur de ce que je pouvais faire. Ou seulement le meilleur de ce que je savais faire, et je n'aime pas la réponse. Personne ne bougea. Personne ne respira. La réponse est que je ne sais pas, et ça m'effraie plus que n'importe quel échange de feu dans lequel je me sois jamais trouvé. Parce qu'au feu, je sais quoi faire. Ici, c'est différent. Ici, quelqu'un me montre que ce sur quoi j'ai bâti ma vie peut avoir des failles. Et le plus difficile au monde, ce n'est pas d'admettre qu'on a eu tort, c'est d'admettre qu'on n'a peut-être pas eu raison autant qu'on le croyait. Donovan ouvrit la bouche. Cole le coupa d'un regard. Je n'ai pas terminé. À partir d'aujourd'hui, je participe à l'entraînement dans sa totalité, pas à regarder depuis le côté, pas à surveiller, à participer. Et chaque homme dans cette salle fera de même. Non parce que les ordres le disent, parce que je le dis. Et si quelqu'un a un problème avec ça, il vient me voir en privé et on en discute. Mais je vous préviens, cette discussion sera courte. Il laissa le silence s'installer. Puis, rompez. Terrain dans 30 minutes. La salle se vida, différemment de d'habitude. Pas avec le bruit et le mouvement et l'énergie désinvolte d'hommes vaquant à leur routine.
Ils sortirent en silence, comme des gens quittant un lieu de culte après avoir entendu quelque chose qui demande du temps pour être assimilé. Ace rattrapa Cole dans le couloir. « Chef. »« Quoi ?» C'était courageux. Cole ne le regarda pas. Il continua à marcher. Ça aurait dû venir 4 jours plus tôt. À 7h30, Dana Marsh se tenait sur le terrain d'entraînement et regarda Marcus Cole sortir du bâtiment, traverser le sable et prendre position dans la formation. Non pas sur le bord, non pas en superviseur, dans la formation, entre Mendez et Ace, épaule contre épaule avec ses hommes, comme un appelé le premier jour. Elle ne fit aucun commentaire. Elle n'en prit pas acte. Elle commença simplement la session. Mais Ace vit ses mains. L'espace d'une seconde, quand Cole prit sa place, les mains de Dana tremblèrent. Non pas de peur, non pas de froid, de cette émotion qui envahit le corps quand on porte un poids depuis longtemps et que quelqu'un vient enfin se glisser dessous pour aider. Ça dura moins d'1 seconde, puis ses mains se stabilisèrent, sa voix demeura calme et elle enseignait. « Aujourd'hui, nous travaillons la confiance, dit-elle. Tout ce que je vous ai montré, les redirections, les angles, la respiration, rien de tout ça ne compte si vous ne faites pas confiance à la personne à côté de vous. La technique sans confiance, c'est un solo. Et les solos meurent au combat. » Elle les réorganisa en paires, non pas par taille ou par grade, mais par opposition. Donovan avec Jess, Burroughs avec Ace, Navarro avec Garrett, ceux qui résistaient avec ceux qui s'étaient ouverts, les plus grands avec les plus petits. Donovan regarda Jess en dessous, Jess regarda Donovan par en dessus. Et la distance entre eux, mesurée non pas en centimètres, mais en préjugés, en mépris informulé et en 6 mois de silence, ressemblait à un gouffre. « L'exercice est simple, dit Dana. L'un tombe en arrière, l'autre attrape, puis on inverse. »« Des chutes de confiance, dit Donovan. »« Vous plaisantez ? Tombez en arrière, Donovan, maintenant. »« Je pèse 110 kilos. »« Elle pèse quoi ? 60 kilos ? Elle ne peut pas me retenir. »« Elle n'a pas besoin de vous retenir. Elle a besoin de rediriger votre poids. Le même principe que j'ai utilisé sur vous lundi. Votre travail est de tomber. Le sien est de contrôler l'endroit où vous atterrissez. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de placement. » Donovan fixa Dana. Puis il regarda Jess. « Si je la blesse, c'est ta responsabilité. »« Vous ne la blesserez pas. Tombez. » Donovan tourna le dos à Jess. Il resta rigide un moment, chaque muscle de son corps de 110 kilos verrouillé. Puis il se laissa aller. Jess cueillit ses épaules. Ses genoux plièrent. Ses rangers glissèrent dans le sable. Mais elle ne s'effondra pas. Elle redirigea son poids sur le côté, guidant sa chute comme Dana avait enseigné, avec l'angle plutôt que la force. Donovan atterrit sur la hanche, contrôlé, sans danger, et surtout pas sur Jess. Il resta là 1 seconde. Puis il leva la tête vers elle. « Ah !» dit-il. Rien d'autre. Juste « Ah !» Mais Jess entendit toute une vie de recalibration dans cette seule syllabe, le son d'une certitude qui développe sa première fissure. « Inversé !» dit Dana. Jess tourna le dos à Donovan. Elle tremblait. Non pas de l'effort, de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle allait tomber en arrière dans les bras d'un homme qui avait passé 6 mois à faire comme si elle n'existait pas. Elle ferma les yeux. Elle pensa aux mots de Dana. « Fais confiance à ton corps. Ton corps a de l'avance sur ton cerveau. Laisse-le mener. » Elle tomba. Donovan la rattrapa. Non pas brusquement, non pas sans soin. Il la rattrapa comme Dana l'avait décrit, avec placement et contrôle, guidant son poids sur le côté, de sorte qu'elle atterrit doucement dans le sable. 8 jours après le début de la formation de Dana, le téléphone de Cole vibra sur sa table de nuit et il était éveillé avant la fin de la première vibration. 23 ans de déploiement avaient recablé son système nerveux si complètement que la frontière entre le sommeil profond et la conscience totale durait moins d'un battement de cœur. Cole, chef, ici le lieutenant-commandeur Whitfield, bureau des opérations Nav Spec War Command. Nous avons une situation. Cole était déjà debout, enfilant son pantalon d'une main, tenant le téléphone de l'autre. Allez-y. Nous avons reçu un renseignement sur une cible de haute valeur opérant depuis un compound dans un lieu que je ne peux pas divulguer sur cette ligne. La fenêtre est de 72 heures. Votre peloton a été sélectionné pour la composante d'action directe. Briefing complet à 5 heures au centre d'opération. Décollage dans 36 heures. Cole s'immobilisa.
Mon peloton est en plein cycle d'entraînement. Le cycle est suspendu avec effet immédiat. Ceci est une mission réelle, chef. Priorité 1. Compris. La ligne fut coupée. Cole se tint dans ses quartiers, la chemise à moitié boutonnée, les Rangers non lacés, son esprit déjà en train de dérouler la checklist. Équipement, personnel, état médical, communication, planification des contingences, sans variable à verrouiller en 36 heures. Mais une pensée traversa tout le reste, aiguë et inopportune, comme une écharde sous la peau. 8 jours. Ils avaient eu 8 jours avec Dana. 8 jours d'entraînement qui commençaient à changer des choses d'une façon qu'ils ne faisaient que commencer à comprendre. Et maintenant, c'était terminé. Le monde réel n'attendait pas qu'une transformation soit achevée. Il appelait à 3 heures du matin et vous donnait 36 heures. Il appela Ace en premier, puis Donovan, puis le reste du peloton un par un. La chaîne téléphonique se ramifiant dans la nuit sombre. À 4 heures, chaque membre du peloton avait été prévenu. À 4h30, Cole se tint devant le centre d'opération et trouva Dana Marsh qui l'attendait. Elle était appuyée contre le mur, les bras croisés, dans le même t-shirt vert olive et le même pantalon cargo qu'elle portait depuis son arrivée. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi. Ou de n'en avoir pas besoin. « Comment vous le saviez ?» demanda Cole. « Hayes m'a envoyé un message. » Hayes n'a pas l'autorisation de briefer des civils sur des missions opérationnelles. Il ne m'a pas briefé. Il m'a dit que l'entraînement était suspendu. J'ai rempli les blancs. Cole la fixa. Vous devez quitter la base. C'est une opération active. Je sais. Je ne suis pas là pour la planification. Je suis là pour vous. Pour moi ? Vous avez eu 8 jours, Cole. 8 jours pour apprendre quelque chose de nouveau. Et maintenant, vous allez emmener vos hommes dans une situation où tout ce qu'ils ont appris va soit leur sauver la vie, soit disparaître à l'instant où l'adrénaline montera. Ce qui se passera dépend de vous. Cole fit un pas vers elle. Sa voix descendit d'un ton, du genre qu'il utilisait pour donner des ordres qu'il attendait qu'on suive sans question. Je fais ça depuis 2 décennies. Je n'ai pas besoin qu'une civile de 22 ans me prépare psychologiquement le matin d'une mission réelle. Vous avez raison. Vous n'avez pas besoin de préparation psychologique. Vous avez besoin d'entendre une chose, et ensuite je pars. Quoi donc ? Ne redevenez pas celui que vous étiez. Vous avez passé 8 jours à devenir quelque chose de meilleur, plus rapide, plus intelligent, plus adaptable. Je l'ai vu se produire. Vos hommes l'ont vu. Si vous entrez dans cette salle de briefing et que vous remettez l'ancienne armure parce qu'elle vous semble plus sûre, vous effacerez tout. Chaque exercice, chaque leçon, chaque fissure dans le mur qui a laissé la lumière. Les mâchoires de Cole se crispèrent. Ses mains se serrèrent contre ses cuisses. Non pas par colère, parce qu'elle avait raison, et le savoir le mettait à nu d'une façon que 23 ans de gilet pare-balles n'a jamais pu prévenir. « Votre père, » dit Cole. « Le marine, est-ce qu'il avait cette conversation avec ses hommes ? Chaque fois, avant chaque déploiement, il leur disait la même chose. Ne revenez pas en arrière. L'ancienne façon semble sûre parce qu'elle est familière. Mais le familier n'est pas la même chose que l'efficace. Et au combat, la différence entre le familier et l'efficace, c'est la différence entre rentrer chez soi et ne pas rentrer. » Cole la regarda un long moment. Puis, il fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Il tendit la main. Dana la prit. Ils se serrèrent la main une fois, ferme. Bref, la poignée de 2 personnes qui se comprennent sans avoir besoin de l'expliquer. « Prenez soin de vous, Marsh. »« Prenez soin d'eux, Cole. » Il se retourna et entra dans le centre d'opération. Dana le regarda partir, puis elle traversa le parking vers sa berline grise, seule dans l'obscurité, portant le poids de tout ce qu'elle avait enseigné et de tout ce qu'elle ne pouvait plus contrôler. Elle était à mi-chemin de sa voiture quand des pas rapides et légers retentirent derrière elle. Pas les bottes lourdes des opérateurs qu'elle avait entraînés. Dana. Elle se retourna. Jessica Ramos se tenait à 3 mètres, encore en tenue de sport, les cheveux attachés, le visage tendu par quelque chose qui ressemblait à la peur et à la détermination qui se livre bataille en temps réel. « Tu pars, » dit Jess. « Ce n'était pas une question. La formation est suspendue. Vous avez une mission. »« Je sais. »« C'est pour ça que je dois te parler maintenant, avant que tout commence. » Dana s'arrêta de marcher. Elle se retourna entièrement vers Jess et lui accorda le même regard attentif qu'elle avait accordé à chaque personne sur cette base. Pas de jugement,
Pas de pitié, juste de la présence. « Parle », dit Dana. La voix de Jess se brisa sur le premier mot, et elle se détesta pour ça. « J'ai peur. » « De la mission ? » ?»« De tout. De la mission, des hommes, du moment où on va empiler devant une porte et la franchir, avec des gens de l'autre côté qui veulent nous tuer. Je me suis entraîné, j'ai passé toutes les épreuves, mais je ne l'ai jamais fait pour de vrai. Et chaque fois que je ferme les yeux, je me vois figé, planté dans le couloir mortel pendant que l'équipe avance, et je reste là. Et quelqu'un meurt parce que mes pieds refusent de bouger. Dana revint vers elle. Elle couvrit la distance avec la même foulée mesurée qu'au premier jour, celle qui disait « J'ai été là où tu es, et je connais le chemin de l'autre côté. »« Regarde-moi, » dit Dana. Jess la regarda. « Tu as lancé un crochet à Garrett sans télégraphier dès le 3e jour. Tu as rattrapé Donovan quand il est tombé en arrière, et il te dépasse de 50 kilos. Tu as repoussé Navarro à pleine pression sans lâcher. Tu as fait cette semaine des choses que la moitié des hommes de ton peloton n'auraient pas réussi du premier coup. Mais ça, c'était de l'entraînement. Ça, c'est réel. L'entraînement est réel, c'est là tout son sens. Chaque répétition, chaque exercice, chaque fois que tu t'es relevé du sable, ton corps l'enregistrait. La mémoire musculaire ne fait pas la différence entre un terrain d'entraînement et une maison à nettoyer. Quand la porte s'ouvre et que l'adrénaline monte, ton esprit conscient va se mettre hors circuit. Ça arrive à tout le monde, même à Cole, même à Donovan. La différence entre se figer et bouger, Jess, ce n'est pas le courage, c'est la préparation. Et tu es préparé. Les yeux de Jess se remplirent. Elle cligna fort une fois et les larmes ne tombèrent pas. Comment tu le sais ? Parce que j'ai vu comment tu bouges. Et la façon dont tu bouges me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que tu feras quand ça comptera. Et si tu te trompes ? Dana posa les 2 mains sur les épaules de Jess. Elle la tint là, ferme, stable, comme son père l'avait tenue le matin de son départ pour sa première mission à l'étranger, quand elle avait 19 ans, et qu'elle était terrifiée et qu'elle essayait de ne pas le montrer. « Je ne me trompe pas, » dit Dana. Et voilà comment je le sais. Quelqu'un qui se fige, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il a peur. Il croit que le courage, c'est l'absence de peur. Alors quand la peur arrive, il ne la reconnaît pas. Et elle le paralyse. Toi, tu sais déjà que tu as peur. Tu viens de me le dire. Ça veut dire que quand la peur viendra, et elle viendra, tu la reconnaîtras. Et reconnaître la peur, c'est le premier pas pour la traverser. Jess hocha la tête. Elle s'essuya les yeux, plus fort cette fois. « Tu seras là quand on rentrera ?» Dana hésita. Un bref instant, juste assez pour que Jess voie que la femme qui avait mis 5 Navy Seals à terre en 40 et 1 seconde était elle aussi capable d'incertitude. « Je serai là, » dit Dana. « Maintenant, vas-y, ton équipe a besoin de toi. » Jess se redressa. Elle carra les épaules comme Dana lui avait appris pendant les exercices de confiance, pieds écartés, poids centrés, colonne alignée. Elle regarda Dana une dernière fois, et dans ce regard se trouvait quelque chose qui n'existait pas 8 jours plus tôt, quelque chose qui avait été construit un exercice à la fois, une correction à la fois, une chute et un rattrapage à la fois. Puis elle se retourna et courut vers le centre d'opération. Dana la regarda partir et entendit la voix de son père dans sa poitrine, distante et nette, portant le poids de chaque leçon qu'il lui avait jamais enseignée. La peur, c'est juste ton corps qui te dit de faire attention, Dana. Écoute-la. Puis fais la chose quand même. Le briefing dura 4 heures. Le capitaine Henley présenta la vue d'ensemble opérationnelle. Cole prit en charge la planification tactique. La cible était un trafiquant d'armes de milieu de rang opérant depuis un compound résidentiel fortifié dans un lieu non divulgué. Un homme qui avait approvisionné 3 réseaux militants distincts, dont la capture perturberait les chaînes d'approvisionnement de toute une région. La mission était un raid d'action directe. 2 éléments, Alpha et Bravo. Alpha breacherait l'entrée principale et nettoierait le rez-de-chaussée. Bravo breacherait l'entrée secondaire et nettoierait les niveaux supérieurs. Cole commanderait Alpha. Ace commanderait Bravo. Pendant le briefing, Cole fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il modifia la procédure opérationnelle standard pour l'engagement en combat rapproché. Lors de l'entrée dans les pièces, dit-il debout devant le plan de sol projeté derrière lui, au lieu du dynamique standard, le premier homme à passer la porte prend un angle de 45 degrés par rapport au seuil
plutôt qu'une entrée en ligne droite. Le second fait de même en miroir. Ça réduit le temps d'exposition d'environ une demi-seconde. Donovan fronça les sourcils. On a toujours fait le dynamique standard. Pourquoi changer maintenant ? Cole le regarda. Parce que l'entrée dynamique standard repose sur la vitesse et l'agressivité pour neutraliser la menace. L'entrée angulaire repose sur le placement et le timing. C'est plus lent à exécuter, mais plus difficile à contrer, et ça maintient nos gars en vie plus longtemps dans les 2 premières centièmes secondes d'un nettoyage de pièces, là où se produisent 80% des pertes. Où vous avez appris l'entrée angulaire ? Demanda Burroughs depuis le fond. Cole s'arrêta. Chaque homme dans la salle connaissait la réponse. Il la sentait dans leur façon d'attendre qu'il la prononce. « Marche !» dit-il. Elle a démontré le principe pendant les exercices de redirection. Le même concept s'applique au nettoyage de pièces. N'allez pas là où la menace vous attend. Allez là où elle ne vous attend pas. La salle se tut, non pas du silence sceptique d'une semaine plus tôt, mais d'un silence différent. Celui d'hommes qui assimilent le fait que leur chef vient de créditer une femme civile d'avoir changé leur façon de combattre. Donovan se renfrogna dans son siège. Il ne dit rien. Il ne lança pas de pique. Il hocha la tête une fois et nota quelque chose dans son carnet. 36 heures plus tard, ils étaient dans un avion de transport qui fendait la nuit vers un endroit qui n'existerait que dans des documents classifiés et la mémoire des survivants. Jess était assise à l'arrière de l'appareil, son équipement serré, son fusil en travers des genoux, les mains tremblantes malgré tous ses efforts. Elle était affectée à l'élément Bravo sous Ace. Son rôle, sécurité arrière lors de la brèche, dernière à franchir la porte, responsable de la couverture de 6 pendant que l'équipe progressait aux étages supérieurs. Ace vint s'asseoir à côté d'elle. Il ne dit rien pendant un long moment. Il était juste là, présent, de la façon dont on s'assoit à côté de quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. « Première fois ?» demanda-t-il, sachant déjà la réponse. « Oui. »« La mienne aussi un jour. T'avais peur ?» Ace la regarda. Il aurait pu mentir. Lui donner la réponse du dur à cuire, les cils n'ont pas peur. Préserver la mythologie. Mais quelque chose que Dana avait dit pendant les exercices de confiance lui était resté. Le mensonge le plus dangereux est celui qui fait sentir à quelqu'un qu'il est seul dans sa peur. « Terrifié ?» dit Ace. « J'ai vomi dans mon casque avant l'atterrissage. Cole a fait semblant de ne pas voir. On n'en a jamais parlé, mais je sais qu'il a vu. » Jess faillit sourire. « Et ensuite ?»« On a breaché. La porte est tombée. Dans la seconde où j'ai franchi le seuil, la peur était encore là. Mais elle n'était plus aux commandes. C'était l'entraînement qui commandait. Mon corps savait quoi faire même quand mon cerveau criait de fuir. Dana a dit la même chose. Dana avait raison sur beaucoup de choses. » Jess serra son fusil plus fort. « Ace, si je me fige là-bas, qu'est-ce que vous faites ?» Ace se tourna vers elle pleinement. Son expression était sérieuse, mais sans dureté. Non le regard d'un chef qui allait formuler une menace, celui d'un coéquipier qui allait dire une vérité. « Tu ne te figeras pas. Mais si tu le fais, je serai juste derrière toi et je te ferai avancer. C'est ce qu'on fait. On se fait avancer mutuellement. Personne ne reste dans l'encadrement de la porte. Personne n'est laissé en arrière. » Jess hocha la tête. Elle ferma les yeux et fit l'exercice de respiration que Dana leur avait appris le 2e jour. 4 temps par le nez, 4 temps de rétention, 4 temps par la bouche. Son rythme cardiaque ralentit, ses mains s'apaisèrent. Pas complètement, mais assez. De l'autre côté de l'appareil, Cole était seul. Il faisait défiler le plan de mission pour la 40e fois dans sa tête, vérifiant chaque angle, chaque contingence, chaque point de défaillance possible. Son téléphone était éteint. Son monde s'était réduit à la taille de cet avion et de la mission qui attendait à l'autre bout. Mais quelque part, en fond de pensée, dans l'espace où vivent les choses qui comptent vraiment, il entendait la voix de Dana. « Ne redevenez pas celui que vous étiez. » Le compound apparut dans leurs lunettes à vision nocturne à 2h15, heure locale. Les hélicoptères arrivèrent bas et vite, les rotors battant l'air à la soumission. L'élément alpha toucha le sol en premier. Cole était sorti avant que les patins touchent terre, son fusil levé, ses rangers s'enfonçant dans la terre compacte. « Alpha, avancez !» dit-il à la radio. Sa voix était calme, non pas celle d'un homme sans peur,
mais celle d'un homme qui avait reconnu sa peur et l'avait mise à sa place. Ils s'empilèrent sur l'entrée principale. Cole en position 1, Donovan en 2, Mendez en 3, Burroughs en 4. La charge de brèche fut posée. Le compte à rebours commença. 3, 2, 1. Exécuté. La porte explosa vers l'intérieur et Cole la franchit à 45 degrés. Non pas en ligne droite, non pas comme il l'avait fait pendant 23 ans. À 45 degrés, angulé à droite, son fusil balayant l'angle de la pièce avant que quiconque à l'intérieur ait le temps de traiter la brèche. C'était le principe de Dana. Le même principe qu'elle avait utilisé quand elle était entrée dans son crochet. N'allez pas là où la menace vous attend. Allez là où elle ne vous attend pas. La première pièce était vide, la deuxième ne l'était pas. 2 hommes avec des kalachnikovs se levant de leurs chaises, leurs armes qui montaient. Cole neutralisa le premier, Donovan le second. 2 menaces éliminées en moins de 2 secondes. Propre, efficace, sans geste inutile, sans balles gaspillées. Pièce dégagée, dit Cole. Ils passèrent à la troisième. Porte fermée. Cole plaqua le dos contre le mur à côté et tendit l'oreille. Des mouvements à l'intérieur, plusieurs paires de pas et le son métallique d'une arme qu'on arme. Flash et nettoyage, dit-il. Mendez sortit une grenade aveuglante de son gilet, dégoupilla et la fit rouler sous la porte. L'explosion secoua les murs. Cole entra à 45 degrés, côté gauche cette fois. 2 cibles, désorientées, l'une cherchant à lever son arme. Et Cole fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en opération réelle. Il redirigea. En 23 ans de service, il aurait tiré. 2 balles, centre de masse, sans hésitation. Mais l'homme était encore désorienté par la grenade, ses mouvements gauches et mal coordonnés, et l'entraînement, le nouvel entraînement, vieux de 8 jours seulement, qui n'aurait pas dû être assez ancré pour court-circuiter 2 décennies d'instinct, prit le dessus. Cole cueillit le canon du fusil de la main gauche et le poussa sur le côté. De la main droite, il porta son avant-bras dans la poitrine de l'homme. Le même placement que Dana avait utilisé sur lui. Même angle, même point de contact. L'homme recula, percuta le mur et s'effondra. Cole lui retira le fusil d'un coup de pied et lui attacha les mains avant qu'il récupère, vivant. L'homme était vivant, et les renseignements qu'il pourrait fournir valaient plus qu'une balle. « Rez-de-chaussée dégagé », dit Cole à la radio. 2 ennemis neutralisés, un détenu, en route pour liaison avec Bravo. À l'étage, l'élément de Hayes avait briché 30 secondes après Alpha. Hayes entra à 45 degrés, miroir de l'approche de Cole. Garrett en position 2, Callahan en position 3, Jessica Ramos en position 4. Le niveau supérieur, un couloir étroit avec 3 pièces. Hayes prit la première, Garrett la deuxième, les 2 dégagés. La troisième porte était au fond du couloir. En approchant, ils entendirent quelque chose qui changeait tout. Une voix de femme, qui criait dans une langue qu'aucun d'eux ne parlait, et une voix d'enfant, qui pleurait. Hayes ferma le poing. Tout le monde s'arrêta. Non combattant possible, dit Hayes à la radio, 3e pièce, niveau supérieur. Adaptation de l'approche. Compris, répondit Cole depuis le rez-de-chaussée. C'est ta décision, Hayes. Hayes se tourna vers Jess. Ramos, avec moi. On entre ensemble. Si des non-combattants se trouvent à l'intérieur, il nous faut une entrée contrôlée. Pas de flash, pas de grenade. Lent et délibéré. Le cœur de Jess battait si fort qu'elle le sentait dans les dents. C'était ça. Pas un exercice, pas une chute de confiance, pas un exercice de respiration sur un terrain en Californie. C'était une porte avec une menace inconnue derrière et un enfant qui pleurait de l'autre côté. Elle pensa à Dana, au crochet qu'elle avait lancé sans télégraphier, à Donovan qu'elle avait rattrapé, aux mots qu'elle avait entendus tant de fois qu'ils étaient devenus un battement de cœur. Fais confiance à ton corps a de l'avance sur ton cerveau, laisse-le mener. Prête, dit Jess. Hayes ouvrit la porte, lentement, en contrôle. À l'intérieur, une femme recroquevillée dans un coin, une enfant dans les bras, une petite fille d'environ 4 ans, les yeux écarquillés, des larmes sur les joues. Et debout, entre eux et la porte, un homme avec un pistolet, les mains tremblantes, les yeux fous, pointant l'arme, non pas vers Hayes, non pas vers Jess, vers la femme et l'enfant derrière lui. « Lâchez l'arme !» ordonna Hayes en arabe. L'homme hurla quelque chose en réponse. Sa main tremblait si fort que le pistolet vibrait. Ce n'était pas un combattant, c'était un être humain terrorisé qui avait saisi une arme à l'explosion et ne savait plus qu'en faire. « Il va tirer sur elle »,
chuchota Jess. Tiens la position, dit Ace. Mais Jess vit ce que Ace ne pouvait pas voir de son angle. Le doigt sur la détente se crispait, non pas délibérément, involontairement, le spasme d'une main qui serre trop fort sous un stress trop grand. Il allait tirer. Non parce qu'il le choisissait, parce que son corps allait le trahir. Jess bougea. Elle n'y pensa pas. Elle ne le planifia pas. Son corps bougea comme Dana lui avait dit qu'il le ferait, en avance sur son cerveau, plus rapide que la pensée consciente, guidé par 8 jours d'entraînement inscrits dans ses muscles et ses réflexes, dans cette partie du système nerveux qui opère en dessous du niveau de la décision. Elle dépassa Ace. Elle ferma la distance en 3 enjambées. De la main gauche, elle cueillit le pistolet en le poussant vers le plafond. De la droite, elle appliqua une pression sur le poignet, le changement d'angle que Dana lui avait enseigné, celui qui réduit la force de la prise de 60%. Le pistolet se libéra. L'homme tomba à genoux. Jess se retrouva à le dominer, tenant l'arme, respirant fort, les mains stables pour la première fois depuis qu'elle était montée dans cet avion. Ace la fixait, la bouche ouverte, il la referma. Puis il prit la radio. Niveau supérieur dégagé. Un détenu. 2 non-combattants en sécurité. Aucune perte. Il marqua une pause, ce qui suivit ne faisait pas partie du protocole radio standard. Mais chaque opérateur sur cette fréquence avait besoin de l'entendre. Ramos vient de sauver 2 vies. La radio se tut 3 secondes. Puis, la voix de Cole passa, grave et rugueuse, portant quelque chose qui ressemblait à la première syllabe d'un mot qu'il n'avait jamais appris à dire. Bien reçu. L'extraction prit 20 minutes. Les hélicoptères revinrent, l'équipe s'embarqua, le compound disparut dans l'obscurité derrière eux. La cible, le trafiquant d'armes, avait été trouvé caché dans un compartiment de sous-sol, découvert lors du passage d'Alpha. Il fut attaché, encagoulé et chargé dans l'appareil sans résistance. Dans l'avion du retour, personne ne parla pendant un long moment. Le silence de gens qui traitent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils sont devenus dans l'espace entre la première brèche et la dernière extraction. Donovan était assis en face de Jess. Il la regarda longuement. Puis, il se pencha en avant et dit quelque chose qu'aucun autre dans l'avion n'entendit. « Tu ne t'es pas figé ?» Jess le regarda. Son visage était strié de poussière et de sueur et des résidus d'une grenade aveuglante qui avait explosé à 2 pièces de distance. Elle avait l'air de 10 ans de plus qu'il y a 8 jours. Elle avait l'air d'un guerrier. « Non, dit-elle. Je ne me suis pas figé. » Donovan hocha la tête. Puis il fit quelque chose que Jess Ramos porterait avec elle tout au long de sa carrière, à travers chaque déploiement, chaque mission, chaque moment où le doute reviendrait lui dire qu'elle n'était pas à sa place. Il tendit le poing. Jess le cogna. Et à l'arrière de cet avion, Marcus Cole était seul, la tête contre la paroi du fuselage, les yeux fermés, l'esprit en train de rejouer l'instant où il avait capturé le canon du fusil et redirigé plutôt que tiré. Et l'homme avait survécu, et le renseignement avait été préservé, et la mission avait réussi. Non pas à cause de qui il avait été pendant 23 ans, mais à cause de qui il était devenu en 8 jours. Il pensait à Dana Marsh, il pensait à un marine nommé Robert Marsh qui était mort en tenant la main de sa fille. Il pensait à la promesse que cette fille avait faite de trouver les meilleurs combattants au monde et de les rendre encore meilleurs. Et assis dans le noir quelque part au-dessus d'un océan, en vol retour d'une mission qui avait tout changé, Marcus Cole comprit enfin ce que Dana avait cherché à lui dire depuis l'instant où elle avait franchi la grille de sa base. Le combat ne consiste pas à gagner. Il consiste à faire en sorte que ceux qu'on aime rentrent chez eux. Ils rentraient tous, jusqu'au dernier. Ils atterrirent à Pendleton à 9h Kennedy 47, un dimanche matin, et Dana Marsh se tenait sur le tarmac. Cole la vit le premier. Il était le premier à descendre de l'hélicoptère comme toujours, et il s'arrêta à 3 pas de l'appareil en la repérant. Elle était à 50 mètres, les bras le long du corps, dans le même t-shirt vert olive, le même pantalon cargo, les mêmes Rangers qui avaient sillonné des terrains d'entraînement sur 4 continents. Elle ne faisait pas signe, elle ne souriait pas, elle était simplement là, présente, comme elle l'avait été depuis l'instant de son arrivée. Le peloton descendit derrière Cole. 18 opérateurs, épuisés, poussiéreux, portant le poids d'une mission qui s'était bien passée d'une façon qu'aucun d'eux n'avait prévue. Ils la virent, l'un après l'autre,
Ils s'immobilisèrent. Personne ne parla. Ce fut Donovan qui rompit le silence. Il laissa tomber son sac sur le tarmac, marcha droit vers Dana et s'arrêta à 2 pas d'elle. Il se tint là, cet homme imposant, avec encore du sable dans la barbe et des traces de poudre sur les mains, et la regarda de la façon dont on regarde quelqu'un qui vous a sauvé la vie sans être dans la pièce. « Vous aviez raison, dit-il. Sur quoi ? Sur tout. » Puis Marco Donovan, qui avait dit qu'elle était un numéro de cirque, qui avait ri quand Cole l'avait appelée une babysitter, qui avait misé $20 qu'elle ne tiendrait pas 5 minutes, fit quelque chose que personne sur ce tarmac n'oublierait. Il la salua. Non pas le salut décontracté qu'on échange entre soi. Un vrai salut. Net, formel, du genre qui porte le poids entier du respect militaire, celui qu'un opérateur chevronné accorde à quelqu'un qu'il considère en être digne. Dana ne rendit pas le salut. Elle ne pouvait pas, elle était civile. Mais elle maintint son regard et hocha la tête. Et dans ce geste se trouvait tout ce qu'un salut aurait contenu, et davantage. Derrière Donovan, un par un, le reste du peloton posa son équipement. Burroughs, Navarro, Mendez, Callahan, Garrett, chaque homme qui s'était tenu sur ce terrain 8 jours plus tôt et l'avait rejeté. Chaque homme qui avait franchi une porte lors d'une mission réelle avec ses techniques et en était revenu vivant grâce à elle. Ils formèrent une ligne derrière Donovan et la saluèrent. Les mains de Dana tremblèrent. Le même tremblement que Ace avait vu quand Cole avait pris position dans la formation, celui qui ne vient pas de la faiblesse, mais de cette émotion qui déborde quand le corps ne peut plus la contenir. Elle pressa les lèvres. Elle respira. Elle tint. Ace s'avança alors. Il ne salua pas. Il marcha à Dana et dit « J'ai retrouvé du bois ». Dana cligna des yeux. « Quoi » ? Frank Dubois, 1er bataillon de reconnaissance de force, celui que j'ai mentionné qui avait peut-être connu votre père. J'ai passé des coups de fil depuis l'avion au téléphone satellite. 3 relais, mais je l'ai eu. Dana le regarda. Sa maîtrise d'elle-même se fissura, imperceptiblement, juste assez, pour laisser voir la personne dessous. Tu l'as appelé depuis l'avion ? Pendant la mission ? Après la mission, pendant le vol retour. Je me suis dit que vous voudriez savoir. Savoir quoi ? Ace sortit une feuille pliée de la poche de son gilet. Il avait écrit dessus au crayon, l'écriture irrégulière à cause des vibrations de l'hélicoptère. Dubois a servi avec votre père de 2001 à 2004. 3 déploiements ensemble. Il dit que votre père était le meilleur instructeur de combat à main nue qu'il ait jamais vu. Il dit que les Marines de leur unité l'appelaient le professeur, parce qu'il traitait chaque combat comme un cours magistral et chaque adversaire comme un étudiant. Dana prit la feuille. Ses mains tremblaient ouvertement maintenant, et elle n'essayait plus de le cacher. Il dit une chose de plus, continua Ace. Votre père parlait de vous à chaque déploiement, sur chaque patrouille, à chaque moment de repos. Il dit que Robert Marsh disait à quiconque voulait l'entendre que sa fille allait un jour surpasser ce qu'il avait accompli, qu'elle irait dans des endroits où lui ne pouvait pas aller et enseignerait à des gens qu'il ne pouvait pas atteindre. Dana ferma les yeux. Les larmes vinrent silencieusement, traçant 2 lignes propres sur ses joues. Elle les laissa venir. Elle ne les essuya pas. Elle ne détourna pas le regard. Elle se tint sur ce tarmac devant 18 des personnes les plus dangereuses de la planète et pleura ouvertement, sans honte, sans excuse. « Dubois veut vous parler, » dit Ace. « Son numéro est sur la feuille. Il dit qu'il a des histoires. Beaucoup. » Dana ouvrit les yeux. Elle regarda Hayes, et ce qui passa entre eux transcendait le grade, le sexe, l'âge et toutes les catégories que les humains utilisent pour se séparer les uns des autres. C'était de la gratitude, pure, sans filtre, du genre qui réécrit définitivement la relation entre 2 personnes. « Merci », dit-elle. 2 mots portant le poids d'une vie. Ace hocha la tête, ramassa son équipement et repartit vers les baraquements. Dana resta seule sur le tarmac, tenant un bout de papier au crayon qui la reliait à un fragment de son père qu'elle avait cru perdu à jamais. Cole s'approcha en dernier. Il attendit que le tarmac se soit vidé, que chaque homme et chaque femme du peloton ait ramassé son équipement et soit reparti vers les baraquements jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 dans la lumière du matin. Il s'arrêta devant elle. Il était encore en tenue complète, blindage, casque pendant d'une main, fusil en bandoulière dans le dos. Il avait l'air de ce qu'il était,
un homme qui venait de rentrer de la guerre. Mais ses yeux avaient changé depuis 8 jours. La dureté était toujours là, l'intensité était toujours là. Mais quelque chose s'y était ajouté, quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait au commencement de la sagesse. « On a utilisé votre technique d'entrée, dit-il. Brèche à 45 degrés. Les 2 éléments, chaque pièce. Je sais. Hayes me l'a dit à la sortie. Ça a fonctionné. Je sais ça aussi. Cole changea de poids d'un pied sur l'autre. Il regarda ses rangers, puis revint à Dana. J'ai détenu un homme plutôt que de le tuer. Rez-de-chaussée, 3e pièce. Il levait une arme. En 23 ans, je lui aurais mis 2 balles centre de masse sans réfléchir. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai redirigé l'arme et je l'ai mis au sol avec un placement de poitrine. Votre placement de poitrine, celui que vous avez utilisé sur moi le premier jour. Dana le regarda sans ciller. Et il est en vie, et les renseignements qu'il fournit vont sauver des vies, plus que n'en aurait coûté la balle. Comment vous ressentez ça ? Cole se tut un long moment. L'air du matin bougeait autour d'eux, portant l'odeur du sel du Pacifique et du kérosène des hélicoptères, et autre chose, quelque chose qui sentait le changement. J'ai l'impression de bâtir une maison depuis 23 ans, dit-il, et que quelqu'un vient de me montrer que j'avais oublié les fondations. Dana secoua la tête. Non, vous aviez des fondations, elles étaient assez solides pour vous maintenir en vie à travers 5 déploiements et vous ramener vos hommes à chaque pièce, à chaque fois. Ce que je vous ai montré n'était pas de nouvelles fondations, c'était un prolongement, une pièce de plus, un étage de plus. Vous n'avez rien oublié, Cole, vous n'aviez simplement pas fini de construire. Les mâchoires de Cole travaillèrent. Il regarda ailleurs, puis revint. Je vous dois des excuses. Pourquoi ? Pour le premier jour, pour vous avoir heurté, pour avoir dit à mes hommes que vous étiez une babysitter, pour chaque présupposition que j'avais faite sur vous avant d'avoir entendu un seul mot de votre bouche. Vous ne me devez pas d'excuses. Si, je vous en dois. Alors je les accepte, et je vais vous dire ce que mon père aurait dit s'il se tenait ici en ce moment. Quoi donc ? Il aurait dit « Les excuses ne comptent pas, chef. Ce qui compte, c'est ce que vous faites après. » Cole faillit sourire. Ce fut la chose la plus proche d'un sourire que Dana lui eût vu en 8 jours. Pas tout à fait là, mais presque, comme une porte longtemps scellée, entr'ouverte pour laisser passer un mince filet de lumière. « Ce que je fais après, » répéta-t-il. « Oui. J'y ai beaucoup pensé dans l'avion, 4 heures à réfléchir, et je reviens toujours à la même chose. » Quelle chose ? Ramos. L'expression de Dana changea. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ? Elle a désarmé un homme armé d'un pistolet dans une pièce avec des non-combattants lors de sa première mission réelle. Elle a utilisé la technique de poignet que vous lui avez enseignée. Le changement d'angle, la décharge de la prise, elle l'a exécuté parfaitement. Hayes dit qu'elle s'est mise en mouvement avant même qu'il donne l'ordre. Il dit que son corps a bougé avant que son cerveau n'ait décidé. C'est exactement ce que je lui ai dit qu'il se passerait. Je sais. Et c'est cette partie qui ne me quitte pas. Parce que voilà 6 mois, je l'avais déjà mise de côté. Pas officiellement, jamais rien sur le papier. Mais dans ma tête, dans la façon dont je dirigeais ce peloton, je la traitais comme un risque. Je la gardais en arrière. Je lui donnais des rôles de soutien. Je ne l'ai jamais mise en position de diriger parce que je ne croyais pas qu'elle en était capable. Et maintenant, elle a 2 vies sur la conscience qui existe parce qu'elle a eu le courage de bouger quand ça comptait. Une femme et une petite fille de 4 ans qui respirent en ce moment parce que Jess Ramos a fait confiance à son corps, à son entraînement et à la femme qui lui a transmis les 2. La voix de Cole avait changé. Le registre du commandement avait disparu. Ce qui en restait était à nu, honnête, la voix d'un homme debout à la lisière de ses propres limites et regardant par-dessus le bord. « Je l'ai laissé tomber, » dit-il. « Pendant 6 mois, je l'ai laissé tomber. Et si vous n'étiez pas venu, si Navspec War Command ne vous avait pas envoyé, elle serait peut-être entrée par cette porte hier soir en croyant encore ce que je lui avais fait croire, qu'elle était moins, qu'elle n'avait pas sa place, que plus petit signifie plus faible, signifie dispensable, mais elle n'y croyait plus. Plus maintenant, grâce à vous, grâce à elle. Je lui ai simplement montré ce qui était déjà là. Comme je vous ai montré, à vous, comme à Donovan
Hayes et chaque homme de ce terrain. Vous l'aviez tous. Vous ne pouviez simplement pas le voir parce que ça ne ressemblait pas à ce que vous attendiez. Cole hocha lentement la tête. Puis il dit quelque chose que Dana porterait avec elle pour le reste de sa vie, à travers chaque base et chaque terrain d'entraînement et chaque salle remplie de sceptiques qu'elle traverserait dans les années à venir. Je veux que vous reveniez. Il dit, pas comme instructeur invité, pas comme contractante civile en mission temporaire. Je veux demander une intégration de formation permanente, vos méthodes inscrites dans nos procédures opérationnelles standards, vos techniques dans notre programme de combat. Je veux que chaque SEAL qui passe par ce commandement apprenne ce que vous nous avez enseigné. Dana le fixa. Ce n'est pas à vous de décider. Non, c'est à NAVSPEC War Command et à probablement une douzaine d'autres personnes avec plus d'étoiles sur les épaules que je n'ai de barrettes sur la manche. Mais je vais plaider la cause, et quand je le ferai, je vais leur parler des 41 secondes, de la brèche angulaire, d'une femme de 22 ans qui a débarqué sur le terrain d'entraînement le plus difficile du monde et rendu meilleur chaque homme qui s'y trouvait sans porter un seul coup. Et je leur parlerai de Jess, surtout de Jess, parce que Jess est la preuve, pas que vos techniques fonctionnent, que votre philosophie fonctionne, que plus petit ne signifie pas plus faible, que la précision bat la puissance, que la confiance bat la peur. Jess a franchi une porte et sauvé 2 vies parce que vous lui avez appris que le combat ne consiste pas à gagner. Il consiste à faire en sorte que ceux qu'on aime rentrent chez eux. Dana sentit la voix de son père dans sa poitrine, distante, chaude, portant le poids de chaque leçon qu'il lui avait jamais enseignée. Il serait fier de vous. Cole fronça les sourcils. Qui ? Mon père. Il a passé sa carrière à tenter de changer la façon dont les Marines combattent. Il n'est jamais allé assez loin. Le système était trop rigide, la culture trop ancrée. Il est mort en croyant que son travail mourrait avec lui. Elle leva la feuille que Hayes lui avait donnée. Il ne lui a pas survécu. Il est ici, sur ce tarmac, dans votre peloton, dans Jessica Ramos, dans l'homme que vous avez détenu plutôt que tué, dans chaque pièce que vous avez entrée à 45 degrés plutôt qu'en ligne droite. L'œuvre de mon père est vivante, Cole, et vous venez de la porter au combat. Cole la regarda un long moment, puis il décrocha de son gilet l'étoile de bronze, celle qu'il portait à chaque déploiement depuis 15 ans, celle qui représentait le meilleur et le pire jour de sa vie, le jour où il avait sorti 3 Marines blessés d'un véhicule en feu à Mosul pendant que les balles lacéraient l'air tout autour. Il la tendit à Dana. « Je ne peux pas prendre ça. Je ne vous la donne pas. Je vous demande de la tenir, juste une seconde. » Dana la prit. Le métal était chaud de sa chaleur corporelle, lourd, du genre de lourd qui n'a rien à voir avec le métal. « C'est le jour que je croyais me définir, » dit Cole. « Le jour où j'étais le plus grand, le plus courageux, le plus agressif, le jour où j'ai survécu à la seule force de ma volonté et de mes muscles. Pendant 15 ans, j'ai porté ça comme si c'était la réponse à chaque question sur qui je suis. » Il reprit la médaille, la tint dans sa paume, la regarda. « Ce n'est pas la réponse, c'est un chapitre, et vous venez de m'aider à commencer le suivant. » Dana hocha la tête, elle ne faisait pas confiance à sa voix. Cole rattacha la médaille à son gilet. Il se redressa. Il carra les épaules. Et puis, il fit quelque chose que le chef de première classe Marcus Cole n'avait jamais fait en 23 ans de service dans les forces spéciales navales. Il s'inclina. Pas profondément, pas avec théâtralité. Une légère inclinaison délibérée de la tête et du torse. L'inclinaison d'un élève devant un professeur. Celle d'un guerrier devant un maître. Celle d'un homme qui avait passé sa vie à croire qu'il n'avait plus rien à apprendre et venait de découvrir que l'apprentissage ne faisait que commencer. Dana s'inclina en retour, même angle, même respect. Ils tinrent à cette position 3 secondes, puis Cole se redressa, se retourna et marcha vers les baraquements, sans se retourner, sans en avoir besoin. Dana resta seule sur le tarmac. Elle déplia la feuille que Hayes lui avait donnée et regarda le numéro de téléphone tracé au crayon. Franck Dubois. 1er bataillon de reconnaissance de force. Un homme qui avait servi aux côtés de son père dans les années qui avaient précédé sa propre naissance à la réalité de ce que signifiait servir. Elle sortit son téléphone. Elle composa le numéro. 2 sonneries. Allô. La voix était âgée, rugueuse, la voix d'un homme qui avait vécu dur et survécu. Monsieur Dubois, je m'appelle Dana Marsh,
Travis Hayes m'a donné votre numéro. Je suis la fille de Robert Marsh. » Il y eut un long silence, du genre qui contient 20 ans de mémoire et de deuil, et ces liens indéfectibles qui se nouent entre des gens qui se sont portés mutuellement dans les moments les plus sombres de l'existence humaine. « Je sais qui vous êtes. » Et sa voix se brisa sur le dernier mot. « Votre père parlait de vous tous les jours. Chaque jour que Dieu faisait, Dana. Il disait que vous alliez changer le monde. » Dana ferma les yeux. Elle laissa venir les larmes de nouveau. Elle les laissa couler sur le tarmac de Pendleton, où 8 jours plus tôt, elle avait marché dans une cour pleine d'hommes qui voulaient la voir partir, et les avait laissés lui rendre les honneurs militaires, transformés non par la force, mais par la précision, non par la puissance, mais par la vérité. « J'essaie, dit-elle. Vous n'essayez pas, ma petite. Vous le faites. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ace m'a raconté. Vous êtes entré dans un peloton de cils et vous les avez retournés comme un gant. Votre père aurait tout donné pour voir ça. Tout. » Dana pressa le téléphone contre son oreille et sentit la présence de son père si proche qu'elle en était presque physique. Non pas un fantôme, non pas un souvenir, quelque chose de plus réel que les deux, la continuation de la vie d'un homme à travers l'œuvre qu'il avait laissée derrière lui et la fille qu'il a portée en avant. « Parlez-moi de lui, » dit-elle. « Racontez-moi tout. » Et Dubois le fit. Pendant 2 heures, debout sur un tarmac à des milliers de kilomètres de l'homme qui avait tout déclenché, Dana Marsh écouta des histoires sur son père qu'elle n'avait jamais entendues. Des histoires sur un marine qui croyait que l'arme la plus puissante qu'un guerrier pût porter n'était pas une arme à feu, mais la compréhension de la façon dont le corps humain se déplace, dont l'esprit humain fonctionne et dont le cœur humain endure. Dans les baraquements, Jess Ramos était assise au bord de sa couchette et regardait ses mains. Les mains qui avaient désarmé un homme. Les mains qui avaient sauvé une femme et un enfant. Les mains qui avaient tremblé 8 jours d'affilée et qui étaient enfin, dans le moment qui comptait, restées stables. Donovan passa devant sa couchette. Il s'arrêta. Il la regarda. « Ramos ? » ?»« Ouais. Au prochain cycle de formation, tu es avec moi dans l'élément alpha. Position 2. » Jess leva les yeux vers lui. La position 2, deuxième à franchir la porte. La place réservée à l'opérateur en qui le chef d'équipe avait le plus confiance. La place que Donovan occupait depuis 3 ans. « Tu me donnes ta place ?» demanda-t-elle. « Je ne te donne rien. Tu l'as gagnée hier soir, par cette porte. » Il repartit. Jess resta là à fixer l'espace qu'il venait d'occuper, et quelque chose s'ouvrit dans sa poitrine. Non pas de la douleur, non pas du soulagement. Quelque chose de plus grand que les deux. Le sentiment d'une personne qui arrive à l'endroit vers lequel elle voyageait depuis toujours sans le savoir. Elle glissa la main sous son oreiller et sortit une photographie qu'elle avait gardée cachée depuis son premier jour à Pendleton. Sa mère, devant le restaurant d'Oklahoma City où elle avait fait des doubles journées pendant 18 ans pour élever seule sa fille. Sur la photo, sa mère souriait, fatiguée, fière, tenant une pancarte qui disait « Ma fille est Navy Seal ». Jess serra la photographie contre sa poitrine et ferma les yeux. Et pour la première fois en 6 mois, elle ne se sentait pas petite, ni invisible, ni en train de survivre. Elle se sentait à sa place. 2 semaines plus tard, Cole soumit sa demande formelle à Nav Spec War Command pour une intégration de formation permanente. La demande fut approuvée. Dana Marsh fut rappelée à Pendleton sous contrat longue durée pour développer et mettre en œuvre un nouveau programme de combat fondé sur la méthodologie de son père. Le programme fut désigné Protocole Marsh. En moins d'1 an, il fut adopté par 3 équipes SEAL supplémentaires. 2 ans plus tard, des éléments du protocole furent intégrés au programme d'arts martiaux du corps des Marines. 5 ans après, Dana Marsh avait formé des opérateurs dans 12 pays, et les principes que son père avait développés avant sa mort étaient devenus une composante fondamentale de la formation au combat rapproché dans l'ensemble des forces spéciales du ministère de la Défense. Marcus Cole servit encore 3 ans avant de prendre sa retraite avec le grade de maître-chef. À sa cérémonie de départ, il prononça un discours qui dura 4 minutes. Il parla de 26 années de service, des hommes et des femmes qu'il avait commandés, des missions dont il avait réchappé et des amis qu'il avait perdus.
Et à la fin, il dit une chose qui fit taire toute la salle. La chose la plus importante que j'ai apprise en 26 ans de service, je l'ai apprise en 8 jours. D'une femme de 22 ans qui pesait 60 kilos et a mis le pied sur mon terrain d'entraînement en sachant que j'allais tout faire pour l'abattre. Elle ne s'est pas laissée abattre, elle ne s'est pas laissée fléchir, et elle m'a enseigné quelque chose que tout guerrier a besoin d'entendre. Le combat ne consiste pas à gagner. Il consiste à faire en sorte que ceux qu'on aime rentrent chez eux. Jessica Ramos fut promue au grade de maître de 2e classe. Elle accomplit 7 déploiements supplémentaires. Elle devint l'une des premières 2 femmes à occuper un poste de commandement dans un élément SEAL d'action directe. Et chaque fois qu'elle s'empilait devant une porte, chaque fois que le compte à rebours atteignait 0 et que la charge de brèche explosait et que le monde de l'autre côté était obscur et inconnu et peuplé de choses qui voulaient la tuer, elle entendait la voix de Dana. « Fais confiance à ton corps. Ton corps a de l'avance sur ton cerveau. Laisse-le mener. » Et elle bougeait. Dana n'arrêta jamais d'enseigner. Elle n'arrêta jamais d'entrer dans des salles pleines de gens qui ne croyaient pas en elle et d'en sortir en les laissant changer. Elle portait les leçons de son père à travers les océans et les continents et dans les vies de milliers de guerriers qui ne connaîtraient jamais le nom de Robert Marsh, mais qui porteraient son héritage dans leur façon de combattre, de commander et de se ramener mutuellement à la maison. Et les nuits argentiques tranquilles, quand les sessions étaient terminées et les terrains vides et que le seul son était l'océan contre le rivage, Dana s'asseyait seule et composait le numéro de Franck Dubois, et il lui racontait une autre histoire sur son père. Et elle fermait les yeux et écoutait, et son père était vivant de nouveau. Non pas dans la mémoire, dans la pratique, non pas dans le deuil, dans le dessin, non pas dans le passé. Dans chacune des personnes qu'elle avait jamais formées d'y à se battre. Non pas avec les poings, mais avec la précision. Non pas avec la rage, mais avec la confiance. Non pas avec la volonté de gagner, mais avec la volonté de ramener tout le monde. Tel était son héritage. Telle était sa promesse. Et elle la tint chaque jour, jusqu'au jour où elle l'a transmis à quelqu'un d'autre et où le cycle recommença, comme il recommence toujours, comme il recommencera toujours. Aussi longtemps qu'il y aura des guerriers qui ont besoin d'apprendre que la plus grande force n'est pas celle qu'on porte dans le corps, mais la connaissance qu'on porte dans le cœur. Le combat ne consiste pas à gagner, il consiste à faire en sorte que ceux qu'on aime rentrent chez eux, et Dana Marsh faisait en sorte qu'ils rentrent, toujours.